3 coupes de feu retentirent avant que le soleil n'effleure les sommets des montagnes. Le temps que le shérif Michael Collins atteigne la cabane d'Eleanor Blackwood, ce matin de novembre, les tirs avaient cessé. Ce qu'il découvrit le fit arrêter son cheval net et le laissa bouche bée. 5 hommes gisaient éparpillés dans la clairière, comme des jouets cassés. 3 étaient blessés. 1 était mort. 1 s'était enfui dans les pins, laissant une traînée de sang derrière lui. Et sur le porche de sa cabane se tenait Eleanor Blackwood, son fusil abaissé mais pas posé. 48 ans, veuve pionnière. La femme qui prononçait à peine 10 mots au magasin général chaque semaine. Sauf que maintenant, Collins savait qu'elle était tout autre chose. Le sang tachait la terre. La fumée des armes flottait encore dans l'air froid. Les murs de la cabane étaient criblés d'impacts de balles. Mais Eleanor, elle, était indemne. Ses yeux gris étaient calmes. Trop calmes pour quelqu'un qui venait de repousser 5 hommes armés. « Eleanor », dit Collins en descendant prudemment de cheval, « au nom du ciel, que s'est-il passé ici? » Elle le regarda longuement, puis elle parla, sa voix aussi stable que la pierre. « Ce pourquoi je me suis préparé pendant 3 ans, Michael. » Collins balaya de nouveau la scène du regard. Les hommes blessés étaient positionnés à des intervalles étranges. Pas au hasard. Tactique. L'un derrière l'abreuvoir, l'épaule en sang. Un autre près de la pile de bois, se tenant la jambe. Le troisième près de l'écurie, son bras armé pendant, inutile. L'homme mort gisait près de la porte d'entrée de la cabane. Il s'appelait Carter. Collins le reconnut grâce aux avis de recherche. Le gang Reeves, des hors-la-loi qui terrorisaient les fermes de pionniers sur 2 territoires. « Est-ce que vous... » commença Collins. « Non !» l'interrompit Eleanor. Carter s'est tiré dessus en essayant de prendre la cabane d'assaut alors que je l'avais déjà blessé. Il a trébuché sur ses propres pieds. Son âme est partie. Collins étudia son visage. Aucune satisfaction. Aucune peur. Juste une lassitude profonde qui la faisait paraître plus vieille que son âge. Les autres, à l'intérieur. Maîtrisés. À l'intérieur de votre cabane. J'ai dit maîtrisé, n'est-ce pas? Collins connaissait Eleanor depuis 3 ans. Une femme tranquille, discrète, polie mais distante. Il avait toujours senti quelque chose sous la surface. Un poids qu'elle portait. Maintenant, il le voyait. « Eleanor, dit-il lentement, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ici, depuis le début. » Elle hocha la tête une fois, appuya son fusil contre la balustrade du porche, regarda vers les montagnes de l'Est où l'aube naissait, dorée et rose. « Alors je suppose que je devrais vous raconter, dit-elle. Laissez-moi vous dire comment nous en sommes arrivés là. » Et elle commença. 12 heures plus tôt, le vent de la montagne murmurait à travers les pins alors que 4 hommes armés encerclaient la cabane d'Eleanor Blackwood dans les heures précédant l'aube. Leurs chevaux étaient attachés à 400 mètres en arrière. Ils se déplaçaient à pied, aussi silencieusement que possible. Leur chef était Jackson Reeves, 42 ans, ancien lieutenant de cavalerie confédérée. Mais maintenant, il dirigeait des hommes pour de l'argent et non pour une cause en laquelle il avait cessé de croire. À ses côtés se déplaçait Davies, son second, tireur d'élite, loyal, un homme de peu de mots mais aux mains sûres. Derrière eux venait Wyatt, à peine 20 ans, toujours désireux de faire ses preuves. Il pensait encore qu'être un hors-la-loi était romantique au lieu d'être maudit. Et Smith, plus âgé, prudent, un homme qui suivait les ordres mais gardait ses doutes pour lui. Carter aurait dû être avec eux, mais Carter n'écoutait jamais. Il était parti en avant, impatient comme toujours. Reeves avait appris à composer avec lui. Il surveillait la cabane depuis 2 jours. Une femme, un cheval dans l'écurie. Pas de visiteurs. La cible que Montgomery avait décrite, une veuve vivant seule, sur une terre qui valait une fortune pour l'expansion du chemin de fer. De l'argent facile, avait dit Montgomery, la convaincre de vendre ou la convaincre de partir. Quoi qu'il en soit, la terre changerait de main. Reeves avait déjà fait ce travail. Il n'aimait pas ça, mais il avait cessé de laisser cela avoir de l'importance. Les hommes devaient manger. Son équipe devait survivre. Le monde se fichait de son confort avec ses choix. « Une seule bougie brûle à la fenêtre, Ed, » murmura Davies. « Elle laisse réveiller. » Reeves hocha la tête. L'aube arrive. On bouge quand la lumière se lèvera. Approche standard. Wyatt et Smith couvrent l'arrière. « Davies, tu es avec moi devant. Et Carter? » demanda Wyatt.
Carter fait ce que Carter fait, marmonna Reeves. Reste juste à l'écart de lui quand il commencera. Ils se mirent en position alors que le ciel commençait à pâlir. Reeves observait la cabane avec l'œil d'un soldat. Structure simple, 2 pièces, supposa-t-il. Cheminée en pierre. Porche solide, rien de remarquable, sauf... Il fronça les sourcils. Les fenêtres. Quelque chose à propos des fenêtres le dérangeait. Les angles étaient étranges, enfoncés plus profondément que la normale. Des cadres renforcés, peut-être. Davies, dit-il doucement. Tu vois les cadres des fenêtres? Davies les étudia. Construction militaire. Ou quelqu'un qui connaît la construction militaire. Un frisson parcourut l'échine de Reeves. Une veuve, avait dit Montgomery. Rien à craindre, avait-il dit. Peut-être qu'elle a engagé quelqu'un pour le faire. Peut-être. Mais Reeves avait appris à faire confiance à son instinct. Cet instinct l'avait maintenu en vie pendant 4 ans de guerre et 8 ans de cette vie d'après. En ce moment, il lui murmurait des avertissements. La porte de la cabane s'ouvrit. Eleanor Blackwood apparut sur son porche, portant une carabine Winchester. Elle ne regarda pas frénétiquement autour d'elle, ne chercha pas dans les ombres. Elle se dirigea vers la balustrade du porche et resta là, la carabine tenue de manière décontractée, mais compétente, comme si elle savait exactement où il se cachait. « Messieurs, lança-t-elle, sa voix portant clairement dans le silence d'avant l'aube. Je sais que vous êtes là. Je le sais depuis votre arrivée il y a 2 jours. » Reeves se figea. « Vous avez observé depuis la crête nord, » continua Eleanor, changeant de position toutes les 6 heures. Discipline militaire, des schémas de cavalerie, si je ne me trompe pas. Comment pouvait-elle savoir? Je vais vous donner une chance, dit Eleanor. Partez maintenant. Retournez voir celui qui vous a envoyé. Dites-lui que la terre d'Eleanor Blackwood n'est pas à vendre, à aucun prix. Reeves échangea un regard avec Davies. Le visage de son second montrait la même confusion que Reeves ressentait. Un coup de feu claqua. Pas de leur position. Du côté sud de la cabane. Carter, l'idiot, tirant trop tôt. La balle fit éclater la balustrade du porche à quelques centimètres de la main d'Eleanor. Elle ne tressaillit pas. Au lieu de cela, elle leva sa Winchester avec une précision fluide et riposta. Le tir frappa l'arbre derrière lequel Carter se cachait, assez près pour que Reeves entende la malédiction surprise de l'homme. « C'était votre tir de semonce, messieurs, » lança Eleanor. « Les prochains ne manqueront pas leur cible. » Reeves prit une décision en une fraction de seconde. À couvert, schéma de dispersion standard. Ces hommes se dispersèrent, prenant position derrière l'abreuvoir, la pile de bois, l'écurie. De bonnes couvertures, des champs de tir qui se chevauchent, exactement comme il leur avait appris. Mais alors qu'ils se déplaçaient, Reeves remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Chaque position qu'il prenait était visible d'au moins une fenêtre de la cabane. Chacune d'entre elles, comme si la clairière avait été conçue spécifiquement pour éliminer les angles morts. « Ce n'est pas normal, » murmura Davies de derrière l'abreuvoir. « Chef, quelque chose ne va pas du tout. » Avant que Reeves ne puisse répondre, Eleanor tira de nouveau. La balle frappa la terre entre les pieds de Smith, le faisant reculer en vitesse. « Je connais vos positions, » lança Eleanor. « L'homme près de l'abreuvoir est dans une zone de tir croisée entre mes fenêtres nord et est. Celui derrière la pile de bois n'a aucune couverture en hauteur. L'homme près de l'écurie est sur un sol instable que j'ai délibérément laissé meuble. » Reeves sentit la situation lui échapper. Ce n'était pas une veuve effrayée. C'était quelqu'un qui pensait comme un soldat. Comme lui. « Qui êtes-vous? » cria-t-il. Une pause. Puis la voix d'Eleanor, plus froide maintenant. Quelqu'un qui a passé 3 ans à se préparer pour ce jour. Quelqu'un qui ne manque pas sa cible. Et quelqu'un qui vous donne une dernière chance de partir et tire le banc que je cesse d'être miséricordieuse. Carter, comme on pouvait s'y attendre, choisit ce moment pour charger la cabane. Reeves le vit sortir de sa couverture, tirant sauvagement, la rage l'emportant sur le peu de bon sens qu'il avait à la naissance. La carabine d'Eleanor claqua 2 fois en succession rapide. Le premier tir toucha l'épaule de Carter, le faisant tournoyer. Le second frappa le sol devant lui. Il trébucha, se prit les pieds dans le tapis et tomba lourdement. Son âme partit alors qu'il touchait le sol. La balle l'atteignit en pleine poitrine. Carter tressaillit une fois, puis s'immobilisa. « Cessez le feu !» rugit Reeves. « Tout le monde, tenez vos positions. »
Ses hommes se figèrent. Wyatt avait l'air terrifié. Smith semblait prêt à fuir. Même Davies paraissait secoué. L'esprit de Reeves tournait à plein régime. La mort de Carter n'était pas propre, mais elle était permanente. Et Eleanor avait d'abord tiré pour blesser. Avait donné des avertissements. Cette femme avait de la discipline, du contrôle, un entraînement militaire. Un vrai entraînement, pas la version brute de la frontière. Vous avez tiré avec précision, lança Reeves, visant à neutraliser, pas à tuer. Ce n'est pas la justice de la frontière. C'est autre chose. Très observateur, répondit Eleanor. Vous êtes le lieutenant Jackson Reeves, si je ne me trompe. 12e de cavalerie de Virginie, servi sous les ordres du colonel Harmon à Brandy Station. Le cœur de Reeves s'arrêta. Comment pouvait-elle savoir ça? La guerre est finie, dit-il prudemment. Pour certains d'entre nous, dit Eleanor, mais pas pour vous, apparemment. Échanger une compagnie de cavalerie contre un gang de hors-la-loi. Je me demande ce que le colonel Harmon en penserait. La colère monta dans la poitrine de Reeves. Vous ne savez rien de moi. J'en sais assez. Je sais que vous utilisez des schémas de dispersion de cavalerie. Je sais que vous maintenez une discipline militaire même dans une entreprise criminelle. Et je sais que ce que Montgomery vous paye ne vaut pas ce que vous êtes, sur le point d'affronter si vous continuez. Montgomery? La voix de Wyatt se brisa. Comment connaît-elle Montgomery? Le rire d'Eleanor était amer. Parce que j'ai passé 3 ans à étudier Sebastian Montgomery. Chaque propriété qu'il a volée, chaque personne qu'il a menacée, chaque meurtre qu'il a arrangé. Le mot meurtre flottait dans l'air froid comme une malédiction. Reeves prit une décision. Pourparlers. Je demande des pourparlers. Silence. Puis, vous comprenez ce que cela signifie? Je comprends. Pas d'armes. Face à face. Vous avez ma parole d'officier. Une autre pause. Très bien. Approchez lentement. Main visible. Vos hommes restent en position. Reeves se leva, rangeant son arme de poing et laissant son fusil derrière lui. Alors qu'il marchait vers la cabane, son instinct de soldat cataloguait tout. Les fenêtres étaient en effet renforcées. Le poche avait des meurtrières cachées dans les balustrades. La porte était plus épaisse qu'une construction standard. Cette cabane était une forteresse déguisée en ferme de pionniers. Eleanor descendit les marches du porche pour le rencontrer à mi-chemin. Dans la lumière grandissante de l'aube, il pouvait la voir plus clairement. Des yeux gris qui ne manquaient rien. Des mains stables sur sa carabine. Aucune peur sur son visage. Seulement un calcul froid et autre chose. Du chagrin. Un vieux chagrin, poli par le temps mais toujours vif en dessous. Vous n'êtes pas ce que Montgomery a décrit, dit Reeves. Montgomery a décrit ce qu'il voulait voir. Une veuve sans défense. Une proie facile. Pourquoi veut-il cette terre? L'expansion du chemin de fer. Cette crête est la meilleure route à travers les montagnes. Quiconque la possède contrôle la route. Montgomery a racheté des propriétés le long du corridor. Ceux qui ne veulent pas vendre ont des accidents. Reeves sentit la glace se former dans ses entrailles. Comme votre mari, la mâchoire d'Eleanor se contracta. Mon mari était James Blackwood, agent foncier fédéral. Il enquêtait sur les réclamations frauduleuses de Montgomery quand il est mort dans un accident de cheval il y a 3 ans. La façon dont elle dit accident de cheval montrait clairement ce qu'elle pensait de cette version officielle. Vous pensez que Montgomery l'a tué? Je sais que Montgomery l'a tué. J'ai passé 3 ans à le prouver. Rassemblant des preuves, constituant un dossier et me préparant pour le jour où ces hommes viendraient me chercher. Reeves regarda de nouveau la cabane. 3 ans de préparation. Une précision militaire. Cette femme attendait cette confrontation. La voulait même. Qu'êtes-vous? Demanda-t-il doucement. Eleanor croisa son regard. Pendant la guerre, j'ai servi dans une division spéciale de l'Union. De petites équipes, un entraînement spécialisé. Nous opérions derrière les lignes confédérées. La compréhension se fit jour comme de l'eau froide. La division fantôme, certains nous appelaient comme ça. La division fantôme était un mythe. Des histoires de fantômes pour effrayer les éclaireurs confédérés. C'est ce que vous pensez? Reeves étudia son visage. Les mains stables, la conscience tactique, le tir précis, la façon dont elle commandait le terrain comme une chef naturelle. Qui étiez-vous? Exigea-t-il. Quelle était votre désignation? La voix d'Eleanor tomba à peine plus qu'un murmure. Il m'appelait Eleanor l'ombre. Le nom frappa Reeves comme un coup physique.
Eleanor Lombre, la tireuse d'élite fantôme qui pouvait atteindre des cibles à des distances impossibles, qui avait tué 3 généraux confédérés sans jamais être vue, qui avait brûlé des dépôts de ravitaillement et disparu comme de la fumée, la légende qui était censée être morte. Vous êtes morte, dit Reeves, à Atlanta. Le rapport disait ce que nous voulions qu'il dise, interrompit Eleanor. Les fantômes morts ne sont pas chassés. Reeves la dévisagea. Son esprit vacillait sous le poids des implications. On l'avait envoyé menacer Eleanor Lombre, la femme qui avait autrefois tenu en échec toute une division confédérée, qui avait des opérations nommées d'après elle dans les documents stratégiques de l'Union. Derrière lui, il entendit la vive inspiration de Davis. Son second était assez proche pour avoir entendu, ce qui signifiait que les autres aussi. « Chef » lança Davis. « Permission de se retirer ?» « Homme intelligent » pensa Reeves. Davis comprenait à quoi il faisait face, mais Reeves ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas détourner le regard des yeux gris d'Eleanor. En eux, il vit quelque chose qui lui fit poser la question dont il savait déjà qu'elle changerait tout. « Pourquoi me dites-vous cela? » « Parce que vous êtes un soldat, Lieutenant Reeves, pas un meurtrier. Je vois la différence. Vous avez maintenu la discipline. Vous avez essayé d'avertir Carter. Vous avez demandé des pourparlers au lieu d'un assaut frontal. » Elle marqua une pause et quelque chose comme de la tristesse traversa son visage. « Parce que j'espère que vous comprendrez ce que je suis sur le point de vous dire. À propos de Montgomery, à propos de ce qu'il est vraiment, et à propos de ce pourquoi il vous a engagé. » De sa position, Wyatt cria. « On devrait partir, maintenant! » Reeves l'ignora. « Qu'est-ce que Montgomery? » Eleanor plongea la main dans la poche de son manteau lentement, s'assurant qu'il pouvait voir qu'elle cherchait des papiers, pas une arme. Elle sortit un document plié et le lui tendit. Il l'ouvrit, lut les premières lignes, sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était une lettre, de l'écriture de Montgomery, datée d'il y a 3 ans, adressée à un certain Graves. L'agent foncier Blackwood est devenu un problème. Son enquête menace toute notre opération. Arrangez un accident. Faites en sorte que ça paraisse naturel. N'échouez pas. Reeves leva les yeux. Vous avez la lettre qui a ordonné le meurtre de votre mari. J'ai 17 lettres, dit Eleanor doucement. Documentant 17 meurtres, 17 familles détruites pour que Montgomery puisse construire son empire ferroviaire. James n'était qu'un parmi tant d'autres. Elle sortit d'autres papiers, les étala sur le sol entre eux, des titres de propriété falsifiés, des pots de vin à des fonctionnaires territoriaux, des paiements à des tueurs à gages, un dossier complet de l'entreprise criminelle de Sebastian Montgomery, des preuves que mon mari est mort en rassemblant, des preuves que j'ai passé 3 ans à compléter. Reeves regarda les documents, les notations soignées, les dates, les noms et les montants. Ce n'était pas le travail d'une veuve éplorée cherchant à se venger. C'était un dossier juridique, construit brique par brique, méthodique, professionnel. « Pourquoi n'avez-vous pas porté ça aux autorités? » demanda-t-il. « Parce que Montgomery possède la moitié des juges de Denver. Parce que le système territorial est corrompu. Parce que je devais attendre d'avoir tout. Chaque preuve, chaque témoin, chaque connexion. » La voix d'Eleanor se durcit. « Et parce que je devais attendre qu'il fasse son prochain mouvement. Qu'il envoie ses hommes me chercher. Pour prouver qu'il opère toujours. Pour le prendre en flagrant délit. » Reeves regarda ses hommes, puis de nouveau Eleanor. « Vous nous avez utilisés. J'utilise tout le monde, Lieutenant. Montgomery vous a envoyé parce qu'il pense que je suis sans défense. Il ne sait pas qui je suis, ce que je suis. Cette erreur va tout lui coûter. » Elle ramassa les papiers et les lui tendit. « La question est, qu'est-ce que cela vous coûtera? » Reeves ne prit pas les papiers. « Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous avez le choix. Vous pouvez partir maintenant, prendre vos hommes et disparaître. Je témoignerai que vous vous êtes retiré quand vous avez appris la vérité. Ou vous pouvez m'aider à finir ça, m'aider à traduire Montgomery en justice. Une vraie justice, le genre qui met des hommes comme lui devant des juges et des jurys. » Reeves eut un rire rauque. « Pourquoi ferais-je ça? Parce que vous étiez un soldat autrefois. Parce que vous croyez en quelque chose de plus grand que vous. Parce que quelque part sous tout ça, » elle désigna son équipement de hors-la-loi. « Vous êtes toujours l'officier qui a refusé de brûler des fermes avec des civils à l'intérieur. » Reeves devint très calme.
Comment pouvait-elle savoir ça? Comment pouvait-elle savoir? Le pont de Rough Creek, dit Eleanor doucement. Novembre 1864. Vous vous êtes disputé avec le colonel Asher pendant 20 minutes. Vous avez refusé son ordre direct de brûler une ferme. Vous avez risqué la cour martiale. Vous avez sauvé une famille de 5 personnes. L'esprit de Reeves revint en arrière. Rough Creek, le passage du pont. Le colonel lui hurlant dessus. La famille est recroquevillée à l'intérieur de cette ferme. Sa décision de « Il y avait un tireur d'élite, dit-il lentement. Pendant la dispute, il a touché la gourde de notre éclaireur principal à une distance impossible. Il nous a fait reculer de l'autre côté du pont sans combattre. Eleanor ne dit rien, le regarda simplement. C'était vous, souffla Reeves. Vous nous observiez. Je vous ai eu dans ma ligne de mire pendant 3 minutes, lieutenant. Un tir net à la tête. Vous valiez la peine d'être éliminé. Un jeune officier de cavalerie, gravissant les échelons, stratégiquement précieux. Pourquoi n'avez-vous pas tiré? Parce que je vous ai vu refuser de brûler cette ferme. Je vous ai vu choisir l'honneur plutôt que les ordres. Je vous ai vu protéger l'innocence, même si cela aurait pu détruire votre carrière. La voix d'Eleanor s'adoucit. Alors, j'ai tiré sur votre gourde au lieu de votre cœur. Je vous ai fait reculer de l'autre côté du pont. J'ai sauvé cette famille de votre colonel et je vous ai laissé vivre. Elle croisa son regard. Je vous ai donné une seconde chance il y a 15 ans. Lieutenant Reeves, la question est, qu'en avez-vous fait? Les mots le blessèrent plus profondément que n'importe quelle balle. Reeves regarda les documents dans ses mains, le corps de Carter se refroidissant dans la terre, ses hommes observant depuis leur position. Qu'avait-il fait de cette seconde chance? Devenir exactement ce contre quoi il s'était battu. Un homme qui menaçait des veuves pour de l'argent, un homme qui travaillait pour des barons fonciers corrompus, un homme qui avait pris l'honneur qu'il avait défendu à Rough Creek et l'avait vendu morceau par morceau. « Je l'ai gaspillé, dit-il doucement. « Pas gaspillé, répondit Eleanor, juste retardé. Les secondes chances n'expirent pas, Lieutenant. Elles deviennent juste plus difficiles à saisir plus on attend. » De sa position derrière l'abreuvoir, Davies lança. « Chef, vos ordres! » Reeves regarda son second, Wyatt et Smith, qui observaient nerveusement, la cabane qui était en réalité une forteresse, la femme qui était en réalité une légende, et le choix qu'elle lui avait présenté. Il avait passé 15 ans à fuir ce qu'il était. Peut-être était-il temps de s'en souvenir. « Baissez les armes !» cria-t-il à ses hommes. « Déposez vos armes !» La voix de Wyatt se brisa. « Chef, j'ai dit baisser les armes. C'est un ordre. » Lentement, à contre-cœur, ses hommes obéirent. Reeves se tourna de nouveau vers Eleanor. « Si je vous aide, qu'arrivera-t-il à mes hommes? Ils témoignent contre Montgomery, reçoivent l'immunité pour leur coopération. Le gouverneur territorial cherche à faire des exemples des opérations foncières corrompues. Votre témoignage pourrait faire tomber tout le réseau de Montgomery. Et nous? Vous obtenez votre seconde chance correctement cette fois. » Reeves réfléchit, puis hocha la tête une fois. « De quoi avez-vous besoin? » Eleanor sourit pour la première fois. C'était un sourire triste, alourdi par des années de chagrin et de détermination. « Dites-moi tout ce que vous savez sur l'opération de Montgomery. Chaque propriété qu'il a ciblée, chaque fonctionnaire qu'il a soudoyé, chaque mouvement qu'il prépare. » Elle désigna la cabane. « Et puis nous allons attendre, parce que Montgomery ne tolère pas l'échec. Quand vous ne vous présenterez pas à l'heure prévue, il enverra quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dangereux. Son équipe de sécurité, dit Reeves, d'anciens Pinkerton et militaires, les hommes qui l'utilisent quand les choses doivent être nettoyées. Exactement. Et quand ils viendront, je serai prête avec des preuves, avec des témoins, avec tout ce dont j'ai besoin pour enfin traduire Sebastian Montgomery en justice. » Eleanor regarda vers les montagnes de l'Est où le soleil se levait sur les sommets. « 3 ans que je me prépare pour ça, lieutenant. 3 ans d'attente, de planification, de construction de mon dossier, tout ça pour ce moment. » Elle se tourna vers lui. « Êtes-vous avec moi? » Reeves pensa à Rough Creek, à l'homme qu'il avait été avant que la guerre ne le brise, à la seconde chance qu'on lui avait donnée et à la seconde chance qu'on lui offrait de nouveau. « Je suis avec vous, » dit-il. Et quelque part au loin, comme en réponse, un loup hurla dans l'aube naissante. Eleanor et fit entrer le lieutenant Reeves dans sa cabane, tandis que Davies, Wyatt et Smith restaient dehors sous bonne garde. Non pas qu'ils aient eu besoin de beaucoup de surveillance.
Le combat les avait quittés dès qu'ils avaient appris à qui ils avaient affaire. L'intérieur de la cabane révélait sa vraie nature. Des cartes couvraient un mur, des cartes détaillées du territoire marquées de notations sur les distances, les lignes de mire, les caractéristiques du terrain. Une bibliothèque contenait des volumes sur la balistique et la météorologie, à côté de poésie et de romans. Des râteliers à fusils contenaient 4 armes à feu supplémentaires, chacune méticuleusement entretenue. Et sur une petite table près de la fenêtre se trouvait une photographie encadrée d'argent. Reeves vit les yeux d'Eleanor se tourner vers elle, vit le chagrin qui traversa son visage avant qu'elle ne le maîtrise. « Votre mari, dit-il, ce n'était pas une question. » James, Eleanor toucha doucement le cadre. C'était un homme bon, meilleur que moi à bien des égards. Il croyait en la loi, en l'épreuve, en faisant les choses de la bonne manière, même quand la mauvaise était plus facile. Elle se tourna pour faire face à Reeves. Je lui ai promis 3 choses sur sa tombe. Trouver qui l'a tué, les traduire en justice à sa manière, avec des preuves, pas des balles, et ne pas devenir un monstre pour combattre des monstres. C'est une promesse difficile à tenir. Les meilleurs le sont généralement. Eleanor étala les documents sur sa table. Reeves les étudia pendant qu'elle expliquait. Chaque preuve a été cataloguée, contre-vérifiée, datée. C'était le travail de plusieurs années. Montgomery a tué au moins 17 personnes que je peux documenter, dit Eleanor. Probablement plus. Il a commencé à Denver après la guerre, un quartier maître confédéré qui a fui vers l'ouest et a bâti un empire sur la même corruption qu'il pratiquait en gris. Reeves leva brusquement les yeux. Montgomery a servi. Capitaine Sebastian Montgomery, corps des quartiers maîtres confédérés, ligne de ravitaillement à travers la Géorgie. La compréhension frappa Reeves comme de l'eau froide. La division fantôme opérait en Géorgie. Eleanor hocha la tête. Nous avons détruit son dépôt de ravitaillement à Kennesaw Mountain, brûlé 3 mois de provisions, coûté une fortune à la Confédération, coûté à Montgomery sa carrière et sa réputation. Elle sortit un autre document, un dossier de l'armée confédérée, le dossier de service de Montgomery. Après la guerre, il a changé son grade en monsieur et est venu à l'Ouest, mais il n'a jamais cessé de se battre, n'a jamais cessé de voir le monde comme un champ de bataille. Tous ceux qui se mettent sur son chemin deviennent un ennemi à éliminer, comme votre mari. James a découvert le schéma, les revendications foncières frauduleuses, les pots de vin, l'élimination systématique des obstacles. Il constituait un dossier contre Montgomery quand la voix d'Eleanor vacilla. Quand il est mort. Reeves la regarda lutter contre le chagrin, vit comment elle le refoulait, le contrôlait, l'utilisait comme carburant au lieu de le laisser la consumer. Une discipline de soldat. Il l'a reconnue parce qu'il avait utilisé les mêmes techniques lui-même. « Vous avez dit que vous étiez à Rough Creek, dit-il doucement. Eleanor se dirigea vers la fenêtre, regarda les montagnes. Novembre 1864. Mon unité était chargée de perturber les traversées confédérées le long de la rivière Tennessee. Nous suivions le régiment du colonel Asher depuis 3 jours. Votre régiment. Vous étiez le tireur d'élite. J'étais l'une des 8 personnes affectées à cette opération. Nous travaillions par pair. J'étais en partenariat avec Catherine Reynolds. Elle s'occupait de la reconnaissance. Je m'occupais des éliminations à longue portée. La voix d'Eleanor prit une qualité distante, se souvenant. Nous avons regardé votre colonne approcher du pont de Rough Creek. Procédure de traversée standard. Vous étiez le commandant des éclaireurs avancés, jeune, peut-être 26 ans, assez arrogant pour vous disputer avec votre colonel. Reeves se souvint de ce jour avec une clarté douloureuse, la dispute qui avait failli mettre fin à sa carrière. Il y avait une ferme, dit-il. Le colonel Asher voulait la brûler, disait qu'elle offrait une couverture aux tireurs d'élite de l'Union, voulait dégager le terrain avant de traverser. Il y avait des civils à l'intérieur, une famille, mère, père, 3 enfants. J'ai refusé l'ordre, j'ai dit à Asher que je ne brûlerais pas des femmes et des enfants. Il a menacé de me traduire en cour martiale. Je lui ai dit de procéder. Je préférais affronter un tribunal que leur fantôme. Eleanor se détourna de la fenêtre, croisa son regard. J'ai regardé cette dispute à travers ma lunette. Je vous avais centré, un tir net à la tête à 300 mètres. Vous étiez stratégiquement précieux, un officier en pleine ascension. Vous éliminer aurait perturbé l'avancée d'Asher. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce qu'au milieu de votre dispute,
j'ai réalisé quelque chose. Vous ne refusiez pas parce que vous aviez peur des conséquences. Vous refusiez parce que c'était mal, tout simplement. Vous saviez que cela vous coûterait cher, saviez qu'Asher ne vous le pardonnerait jamais, mais vous ne pouviez pas brûler cette famille. La voix d'Eleanor s'adoucit. À ce moment-là, j'ai vu un officier confédéré choisir l'honneur plutôt que les ordres, protéger l'innocence quand il aurait été plus facile de suivre les ordres, et j'ai pensé c'est un homme qui mérite de survivre à cette guerre, qui pourrait faire du bien quand elle sera finie. Elle marqua une pause. Alors, j'ai ajusté ma visée, j'ai tiré sur la gourde de votre éclaireur principal au lieu de son cœur. J'ai fait passer ça pour un tir de semonce d'une position avancée. Votre colonne s'est retirée. Cette famille s'est échappée pendant que vous reculiez de l'autre côté du pont. Tout le monde a survécu. Reeves sentit quelque chose se briser en lui. Toutes ces années, il s'était interrogé sur ce tir, sur le tireur d'élite qui aurait pu les tuer mais avait choisi de ne pas le faire, se demandant si c'était de la pitié ou juste une mauvaise visée. Maintenant, il savait. Eleanor Lombre l'avait épargné, lui avait donné une seconde chance parce qu'elle avait vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et qu'en avait-il fait? Je suis devenu un hors-la-loi, dit-il amèrement. J'ai pris l'honneur que vous avez vu à Rough Creek et je l'ai vendu morceau par morceau pour de l'argent, pour la survie, pour je ne sais même plus quoi. Vous avez maintenu vos hommes ensemble, dit Eleanor. Maintenu la discipline, refusé Carter quand il voulait faire pire. C'est plus que rien. Ce n'est pas assez. Non, mais c'est une base sur laquelle construire. Davies apparut dans l'embrasure de la porte. Chef, des cavaliers approchaient de la ville. Un homme, un insigne de shérif, Eleanor vérifia sa montre de poche. Ce doit être le shérif Collins, pile à l'heure. Reeves la dévisagea. Vous avez fait venir le shérif? Je l'ai fait venir il y a 2 jours, quand vos hommes ont commencé à surveiller la cabane. Je lui ai dit d'arriver à l'aube, quoi qu'il entende. Vous avez tout planifié. Lieutenant, j'ai planifié chaque détail de cette confrontation pendant 3 ans. La seule variable était de savoir si vous choisiriez d'aider ou de combattre. Je suis contente que vous ayez choisi d'aider. Elle se dirigea vers la porte alors qu'un cheval et son cavalier entraient dans la clairière. Le cavalier était un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné, portant un insigne de shérif. Il observa la scène, le corps de Carter, les hommes blessés, la cabane marquée par les balles, avec un calme professionnel. « Léonore, lança-t-il. Tout va bien? Je vais bien, Michael. Montez. » Le shérif Michael Collins descendit de cheval et s'approcha. Ses yeux balayèrent Reeves avec une évaluation pointue. « C'est le gang Reeves? »« Ce qu'il en reste, » répondit Eleanor. Le lieutenant Reeves a accepté de coopérer. Ses hommes sont prêts à témoigner contre Montgomery. Les sourcils de Collins se haussèrent. Le lieutenant Reeves a fait le bon choix. Bien. Il se tourna vers Reeves et lui tendit la main. Capitaine Michael Collins, 3e d'infanterie volontaire de l'Ohio. J'étais rattaché au commandement des opérations spéciales pendant la guerre. J'ai approvisionné la division fantôme lors de leurs opérations. Reeves lui serra la main, engourdi. Une autre pièce du passé d'Eleanor se mettait en place. « Vous saviez qui elle était, » dit Reeves. « Je l'ai su quand elle s'est installée dans ma juridiction il y a 3 ans. Une femme avec ses compétences n'apparaît pas à Pinecrest par accident. J'ai supposé qu'elle avait ses raisons de rester discrète. Alors, je suis resté discret aussi. » Collins sortit un télégramme de sa poche et le tendit à Eleanor. « J'ai eu des nouvelles ce matin. L'équipe de sécurité de Montgomery a quitté Denver hier. 5 hommes, William Harding à leur tête. Ils seront là avant la nuit. »« Pile à l'heure, » murmura Eleanor en lisant le télégramme. Reeves sentit la glace dans ses entrailles. « Harding, j'ai entendu parler de lui. Ancien éclaireur de l'armée, impitoyable. Il est aussi prévisible, dit Eleanor. Esprit militaire. Il approchera au crépuscule, utilisera la lumière transitoire à son avantage, positionnera des tireurs d'élite sur les crêtes. Assaut coordonné standard. Elle regarda Collins et Reeves. Ce qui signifie que nous avons environ 12 heures pour nous préparer. Michael, j'aurai besoin de vos adjoints. Lieutenant, j'aurai besoin que le témoignage de vos hommes soit enregistré. Et tout le monde doit comprendre que quand Harding viendra, ce sera un autre genre de combat. « Comment ça? » demanda Collins. Le visage d'Eleanor se durcit. « Parce que Harding ne viendra pas pour menacer. Il viendra pour tuer. Montgomery ne tolère pas l'échec.
Quand le lieutenant ne s'est pas présenté à l'heure prévue, Montgomery a activé son plan de secours. Éliminer tous les témoins, brûler la cabane, faire passer ça pour un accident. Elle se dirigea vers son râtelier d'armes, commença à choisir des fusils. C'était toujours la fin du jeu. Montgomery envoyant ses tueurs, moi étant prête pour eux. Toutes les preuves du monde n'ont aucune importance si je suis morte avant de pouvoir les présenter. Reeves comprit. Vous vous servez de vous-même comme appât. Je termine ce que James a commencé. Ce pourquoi je me suis préparé pendant 3 ans. Et quand Harding viendra, quand l'équipe de sécurité de Montgomery attaquera cette cabane, nous allons les capturer vivants, obtenir leur témoignage, prouver que Montgomery a ordonné le coup. Et s'ils ne se rendent pas, demanda Collins doucement. Eleanor vérifia la culasse d'une carabine Sharps. Fluide. Parfait. Alors je ferai ce pourquoi j'ai été entraîné. Ce que j'ai essayé de ne pas faire pendant 3 ans. Je redeviendrai Eleanor l'ombre. La façon dont elle le dit fit frissonner Reeves. Ce n'était pas une vantardise, c'était un constat. Une porte qu'elle avait gardée fermée et qui était sur le point de s'ouvrir. J'aurais besoin de Davies, dit Reeves. C'est le meilleur tireur que j'ai. Si nous nous défendons contre les tireurs d'élite de Harding, nous avons besoin des nôtres. Eleanor réfléchit, puis hocha la tête. Faites-le entrer. Commençons à planifier. Les heures suivantes passèrent en préparation méthodique. Les 2 adjointes de Collins arrivèrent avec Wyatt, qui avait été envoyé pour les chercher. Le jeune hors-la-loi tremblait, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Eleanor les positionna stratégiquement. Davies à la fenêtre nord avec la carabine Sharps, Collins à l'approche sud. Les adjointes couvrant l'est et l'ouest, Reeves se retrouva à travailler aux côtés d'Eleanor, mettant en place des mesures défensives. Des fils de détente reliés à des cloches. Des miroirs soigneusement positionnés pour éliminer les angles morts. Des barils d'eau pour la suppression des incendies. Vous vous attendez à ce qu'ils utilisent le feu, dit-il. Harding l'a utilisé pendant la guerre. Il a brûlé un dépôt de ravitaillement de l'Union en Virginie. C'est sa signature. Rapide, efficace, difficile à contrer. Mais vous vous y êtes préparé. Je me suis préparé à tout, Lieutenant. Pendant qu'il travaillait, Reeves posa la question qui le dérangeait. À Rough Creek, vous avez dit que vous étiez en duo avec Catherine Reynolds. Que lui est-il arrivé? La main d'Eleanor s'immobilisa sur le fil qu'elle nouait. Catherine a survécu à la guerre et est devenue détective chez Pinkerton. Nous sommes restés en contact. Elle est à Chicago maintenant. Je lui ai envoyé des copies de toutes les preuves contre Montgomery. S'il m'arrive quelque chose, elle finira ça. Police d'assurance. James m'a appris ça. Toujours avoir un plan de secours. Toujours protéger les preuves. Reeves étudia son visage. Vous l'aimiez vraiment, de tout mon être. James était... Il était la raison pour laquelle j'ai pu laisser Eleanor l'ombre derrière moi. Il m'a montré que je pouvais être autre chose qu'une arme, que je pouvais construire au lieu de détruire. Elle croisa le regard de Reeves. Quand Montgomery l'a tué, il n'a pas seulement pris mon mari. Il a pris ma chance d'une vie différente. Alors oui, c'est personnel. Mais c'est aussi pour tous les autres que Montgomery a détruit, pour s'assurer qu'il ne puisse plus recommencer. Une cloche tinta doucement. Une des alarmes du périmètre. Eleanor se dirigea vers son miroir d'observation. Mouvement sur la crête nord. Une seule silhouette, établissant sa position. Davies regarda à travers sa lunette. Tireur d'élite, se préparant pour un tir à longue portée. Professionnel, ce doit être Thomas Reed, dit Eleanor, un des frères de Harding. Des jumeaux, tous 2 tireurs d'élite. Collins vérifia son fusil. Comment voulez-vous jouer ça? Eleanor réfléchit. Davies, pouvez-vous faire ce tir? Davies étudia la distance, l'angle, la lumière déclinante. 3-5 mètres. Position surélevée. 20 d'est. Oui, madame. Je peux le faire. Blessez-le. Un tir à l'épaule si possible. Nous avons besoin d'eux vivants pour témoigner. Davis se mit en position, contrôla sa respiration, attendit le moment parfait. Le vent tombe, murmura-t-il. Cible stable. Je tire. Le Sharps claqua. À travers le miroir, Eleanor vit la silhouette lointaine sursauter et tomber en arrière, se tenant l'épaule. Touché, confirma Davies. Il est à terre, mais vivant. Presque immédiatement, des tirs éclatèrent depuis 3 autres positions. L'équipe de Harding attaquait en réponse à la neutralisation de leurs tireurs d'élite.
Mais ils n'utilisaient pas que des balles. Des flèches enflammées traversèrent le crépuscule, frappèrent les murs de la cabane, le toit, le porche. « Attaque par le feu! » cria Collins. « Les barils d'eau! » ordonna Eleanor. Comme nous l'avions prévu, Reeves et les adjoints prirent des seaux, éteignant les flammes avant qu'elles ne puissent prendre. Eleanor avait traité le bois avec quelque chose qui le rendait résistant. Le feu crépita et mourut, mais les flèches continuaient d'arriver. Et maintenant, des balles ordinaires se mêlaient à elles. Un assaut coordonné conçu pour submerger. Eleanor se déplaçait entre les fenêtres avec une précision fluide, tirait des coups calculés, n'essayant pas de tuer, essayant de neutraliser, de créer le chaos dans les rangs de Harding. Reeves se retrouva à se battre à ses côtés, couvrant ses mouvements, anticipant ses besoins. C'était comme être de retour à la guerre, faisant partie d'une unité, travaillant ensemble vers un but commun. Il avait oublié ce que cela faisait. Un homme apparut au bord de la cabane. Victor Sanchez, un couteau à la main, essayant de s'approcher assez pour un combat au corps à corps. Collins l'intercepta. Les deux hommes se battirent. Sanchez était rapide, habile, mais Collins s'était entraîné avec des boxeurs à main nue dans l'Ohio. Il passa la garde de Sanchez, lui assénant un coup de poing solide, suivi d'un coup de genou. Sanchez s'effondra. « J'en ai un », lança Collins en attachant les mains de Sanchez. Eleanor hocha la tête en signe d'approbation, continua de tirer, de bouger. Une machine de précision tactique. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, l'attaque cessa. Les flèches enflammées s'arrêtèrent. Les tirs se turent. Les hommes restants de Harding se replièrent dans l'obscurité. « Ils se retirent », dit Davies, la surprise dans la voix. « Non », répondit Eleanor sombrement. « Ils se regroupent. Harding n'est pas stupide. Il sait qu'un assaut frontal ne fonctionnera pas. Il appelle des renforts. »« Quel renfort ?» demanda Reeves. Eleanor se dirigea vers la fenêtre est, pointa dans l'obscurité où des torches apparaissaient sur la route de montagne. « Ces renforts !» Une voiture entra en vue, chère, bien gardée, et à l'intérieur, Reeves savait qu'il y aurait l'homme derrière tout ça. Sebastian Montgomery était venu en personne. La voiture s'arrêta au bord de la clairière, bien hors de portée des fusils, mais assez proche pour observer. 4 gardes armés l'entouraient. La porte s'ouvrit. Un homme sortit. Sebastian Montgomery y avait 54 ans. Grand, distingué, les cheveux argentés et un manteau coûteux. Il ressemblait à un gentleman, au succès et à la civilisation, jusqu'à ce que vous voyiez ses yeux. Reeves avait déjà vu ses yeux, chez des officiers qui avaient brûlé des villes, chez des hommes qui voyaient les autres comme des obstacles à éliminer, des yeux froids, des yeux calculateurs. Montgomery porta un porte-voix à ses lèvres. « Madame Blackwood, je crois que nous devrions parler. » Eleanor ne bougea pas de sa position. « Nous n'avons rien à nous dire, Montgomery. Je ne suis pas d'accord. Je suis ici pour vous faire une offre très généreuse. 50 000 $ pour votre propriété, bien au-dessus de la valeur du marché. Vous pouvez partir avec votre vie et votre fortune intacte. Ma propriété n'est pas à vendre, ni la justice pour le meurtre de mon mari. » Une pause, puis la voix de Montgomery, plus froide maintenant. « La mort de James Blackwood était un accident malheureux. Bien que je sois prêt à contribuer à un fonds commémoratif en signe de bonne volonté. »« Vous êtes prêt à mentir, vous voulez dire ?» lança Eleanor. « J'ai votre lettre, Montgomery, celle qui ordonne la mort de James, écrite de votre propre main. » Silence dans la clairière. Reeves vit la posture de Montgomery changer. « Serait dire, je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. » Lettre datée du 3 novembre 1873, adressée à Gerald Graves. Citation. « L'agent foncier Blackwood est devenu un problème. Son enquête menace toute notre opération. Arrangez un accident. Faites en sorte que ça paraisse naturel. N'échouez pas. » Fin de citation. La voix d'Eleanor résonna, claire et dure. « Votre écriture, votre sceau, la preuve d'un meurtre prémédité. » Montgomery se tint très immobile. Puis il s'avança, dans une meilleure lumière. Ses gardes se déplacèrent avec lui. Il étudiait la cabane, étudiait les positions d'Eleanor. Son visage montrait de la confusion, puis de la reconnaissance, puis quelque chose comme un choc, ses yeux. Dit-il assez fort pour être entendu. « Je connais ses yeux. » Il fit un autre pas. La fixant, Atlanta, novembre 1864.
Le tireur d'élite qui a tué le Major Hastings à 800 mètres. Le fantôme qui a brûlé mon dépôt de ravitaillement à Kennesaw. Le spectre qui a coûté des millions à la Confédération. La voix de Montgomery montait à chaque mot. Vous, Eleanor Lombre. Vous êtes Eleanor Lombre. Eleanor apparut sur le porche, fusil abaissé, mais prêt. Bonjour, Capitaine Montgomery. Ça fait longtemps depuis Atlanta. Vous étiez censée être morte. Le rapport disait ce que nous voulions qu'il dise. Les fantômes morts ne sont pas chassés. J'ai vécu tranquillement sur votre territoire pendant 3 ans, Sébastien, juste sous votre nez, constituant mon dossier, attendant que vous fassiez votre mouvement. Le visage de Montgomery se tordit. 20 ans de rage refaisant surface. Vous avez détruit ma carrière, ma réputation. Tout ce que j'ai construit pendant la guerre, vous l'avez brûlé. Vous approvisionniez une armée qui se battait pour préserver l'esclavage. Pardonnez-moi si je ne me sens pas coupable de vous avoir arrêté. J'ai passé 20 ans à essayer de découvrir qui vous étiez. Quelle était votre véritable identité? Et pendant tout ce temps, vous étiez marié à l'homme qui enquêtait sur moi, vivant sur mon territoire. Montgomery rit, un son rauque et brisé. Quand j'ai découvert que James Blackwood était marié à une femme correspondant à votre description, j'ai pensé que c'était une coïncidence. Mais je devais en être sûr, alors je l'ai fait tuer. Pas seulement pour son enquête, pour voir si vous vous révéleriez. La carabine d'Eleanor se leva. Vous avez assassiné James pour m'attirer. Et ça a marché. Vous voilà, Léonore Lombre elle-même, le fantôme que je chasse depuis 2 décennies. Reeves vit les mains d'Eleanor trembler, vit la rage à peine contenue. C'était son point de rupture, son moment de tentation maximale. Vous avez tué mon mari, dit Eleanor, sa voix mortellement calme. Pas pour les affaires, pas pour l'enquête, par vengeance. Pour les deux, il était sur mon chemin, et marié à la femme qui m'a ruiné. D'une pierre, 2 coups, comme on dit. Montgomery écarta les bras. Alors nous y voilà, la guerre qui n'a jamais pris fin, vous et moi. Confédérés et unionistes, toujours en train de se battre après toutes ces années. La guerre est finie, dit Eleanor. J'ai déposé mon fusil. J'ai choisi la paix. Vraiment? Alors pourquoi tenez-vous ce fusil maintenant? Pourquoi mes hommes sont-ils blessés et morts? Il me semble que vous n'avez jamais cessé d'être Eleanor Lombre. Vous avez juste fait semblant pendant un moment. Le doigt d'Eleanor se déplaça vers la gâchette. Reeves pouvait voir la guerre en elle. La promesse qu'elle avait faite à James, la rage contre son meurtrier. La tentation de mettre fin à tout ça d'un seul coup. Faites-le, la provoqua Montgomery. Prouvez que j'ai raison. Prouvez que vous n'êtes toujours qu'une tueuse avec une noble excuse. Mettez-moi une balle comme vous l'avez fait à tous ces officiers confédérés. Ajoutez-en un de plus à votre compte. Reeves retint son souffle, regarda Eleanor lutter, puis elle abaissa le fusil. Non. Montgomery cligna des yeux. Quoi? J'ai dit non. Je ne vous donnerai pas la mort d'un soldat. Vous n'êtes plus un soldat, Sébastien. Vous êtes un criminel. Et les criminels ne se font pas tirer dessus sur les champs de bataille. Ils sont jugés dans les tribunaux. Vous pensez vraiment pouvoir me faire juger avec quelle preuve? Eleanor sourit, un sourire froid et terrible. Avec tout. Chaque lettre, chaque acte falsifié, chaque pot de vin, chaque meurtre, 17 meurtres documentés, des témoins sécurisés, y compris votre propre équipe de sécurité une fois qu'ils réaliseront que coopérer est leur seule chance de survie. Elle marqua une pause. Et avec une chose de plus, quelque chose que James a découvert avant que vous ne le tuiez, quelque chose que je protège depuis 3 ans. Le visage de Montgomery devint pâle. Vous bluffez. Vraiment? James a trouvé votre police d'assurance, Sébastien. Les documents que vous avez préparés au cas où vous auriez besoin d'un moyen de pression. Les preuves de crimes commis par des juges, des politiciens, des hommes d'affaires. Votre protection contre la trahison. La voix d'Eleanor se durcit. Il a tout copié. Chaque nom, chaque crime, chaque levier que vous pensiez vous garder en sécurité. Et quand vous tomberez, tous ceux qui vous sont liés tomberont aussi. Tout votre empire, démantelé. Si je meurs, dit Montgomery rapidement, certains documents seront publiés. Des documents prouvant qu'Eleanor Lombre a commis des crimes de guerre, a tué des civils et opéré en dehors de la loi. Votre réputation sera détruite. Votre pension révoquée. Vous serez jugé comme criminel de guerre.
Reeves sursauta. Une sécurité en cas de capture. Une assurance contre l'assurance. Eleanor rit. Rit vraiment. Vous pensez que je me soucie de ma réputation? Je cache qui je suis depuis 3 ans, Sébastien. Je n'ai pas peur de la vérité sur la guerre. J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai tué qui j'ai tué. Je serai jugé si c'est ce qu'il faut. Elle s'avança. Mais voici le truc. Vos documents sont des faux, tout comme vos titres de propriété. Je le sais parce que j'ai demandé à Catherine Reynolds d'enquêter. Elle a les originaux, les vrais dossiers des opérations de la division Fantôme, tous classifiés, tous protégés, tous prouvant que vos documents sont fabriqués. La confiance de Montgomery se fissura. Vous saviez pour mon assurance, je le sais depuis 2 ans. Vous n'êtes pas aussi malin que vous le pensez, Sébastien. Vous n'êtes qu'un quartier-maître corrompu qui a appris à voler à plus grande échelle. Et maintenant, votre vol est terminé. Eleanor éleva la voix. Sheriff Collins, veuillez les placer M. Montgomery en état d'arrestation. Accusation, meurtre, fraude, conspiration, intimidation de fonctionnaires fédéraux. Collins s'avança avec ses adjoints. Les gardes de Montgomery semblaient incertains. Tirez-leur dessus, ordonna Montgomery. Ces gardes ne bougèrent pas. J'ai dit tirez-leur dessus. Un garde abaissa lentement son fusil. Nous n'avons pas signé pour ça, Monsieur Montgomery. Protéger la propriété est une chose. Combattre une héroïne de guerre et tuer des hommes de loi y en est une autre. Je doublerai votre salaire. On ne peut pas dépenser d'argent quand on est pendu pour meurtre, répondit le garde. Un par un, les gardes de Montgomery s'écartèrent, le laissèrent seul dans la clairière. Collins s'approcha de Montgomery, sortit des menottes. Sebastian Montgomery, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de... Attendez. La voix de Montgomery se brisa de désespoir. Eleanor, l'ombre, écoutez-moi. Nous pouvons trouver un accord, partager le territoire. J'ai de l'argent, des relations. Nous pourrions régner sur toute cette région ensemble. Eleanor le regarda avec quelque chose comme de la pitié. Je ne veux régner sur rien, Sébastien. Je veux juste la justice pour mon mari et pour tous les autres que vous avez tués. Elle se détourna alors que Collins lui passait les menottes. Emmenez-le à Pinecrest, enfermez-le. J'apporterai les preuves demain matin. Alors que les adjoints emmenaient Montgomery, l'homme criait encore. Ce n'est pas fini, vous m'entendez? Eleanor l'ombre, ce n'est pas fini. Mais c'était fini. Tous ceux qui étaient là le savaient. Eleanor se tenait sur son porche, regardant la voiture disparaître dans l'obscurité. Ses épaules s'affaissèrent lentement. Le fusil dans sa main sembla soudain peser trop lourd. Reeves s'approcha prudemment. « Vous l'aviez, dit-il doucement. Un tir parfait. Vous auriez pu en finir, je sais. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? » Eleanor regarda la photographie de James à travers la fenêtre de la cabane. « Parce que je lui ai promis des preuves, pas des balles. La justice, pas la vengeance. La bonne manière, pas la manière facile. » Elle se tourna vers Reeves. « Vous avez demandé plus tôt ce que j'avais fait de votre seconde chance. J'ai passé 15 ans à fuir l'honneur. Eh bien, j'ai passé 3 ans à me préparer à tenir une promesse, à honorer mon mari en étant meilleur que ce que la guerre avait fait de moi. Vous avez réussi, vraiment. Je voulais lui tirer dessus, lieutenant. Dieu m'aide. Je voulais mettre une balle dans le cœur de Montgomery. La seule chose qui m'a arrêté, c'est la voix de James dans ma tête me rappelant qui je voulais être. Les mains d'Eleanor tremblaient maintenant, l'adrénaline s'estompant, la réalité s'installant. 3 ans, murmura-t-elle. 3 ans d'attente, de planification, de préparation, et c'est fini. Juste comme ça. Il est arrêté. Les preuves sont en sécurité. La justice sera rendue. Vous devriez vous sentir victorieuse. Je me sens vide. James c'est toujours mort. La justice ne le ramènera pas, ne me rendra pas ces années que nous aurions dû avoir. Reeves ne savait pas quoi dire, n'avait pas de mots pour ce genre de chagrin. Mais Davies, si, le tireur d'élite silencieux s'avança. Madame, pour ce que ça vaut, vous avez honoré votre mari aujourd'hui. Vous avez tenu votre parole quand il aurait été plus facile de la rompre. Cela demande plus de courage que n'importe quel tir que j'ai jamais fait. Eleanor hocha la tête, s'essuya rapidement les yeux. Merci, Davies. Elle se redressa, la discipline de soldat reprenant le dessus. Nous devrions sécuriser le périmètre. S'assurer que les hommes de Harding ne tentent rien de désespéré. Collins aura besoin des déclarations de tout le monde
et je dois organiser les preuves pour le transport à Denver. Et après ça? Demanda Reeves. Après ça? Je ne sais pas. Pendant 3 ans, ma vie a tourné autour de ça, de la justice pour James, d'arrêter Montgomery. Maintenant, c'est fait, et je ne sais plus qui je suis censé être. Eleanor regarda les montagnes, les étoiles qui apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Je suppose que je le découvrirai un jour à la fois. Des ténèbres, un cavalier s'approcha. Le jeune Wyatt revenant de la ville. Le shérif Collins m'a envoyé en avant, cria-t-il. Il dit que le juge territorial est à Pinecrest, arrivé cet après-midi. Il entendra l'affaire immédiatement si vous pouvez apporter des preuves. Eleanor se redressa. Immédiatement, le juge Carlton dit qu'il attend depuis des années une chance d'agir contre Montgomery. Un petit sourire traversa le visage d'Eleanor. Alors, ne le faisons pas attendre. Elle se tourna vers ses alliés, vers Reeves et Davies, vers les adjoints de Collins, vers les hommes qui avaient commencé la journée comme des ennemis et l'avaient terminée comme autre chose. Messieurs, nous avons du travail à faire. Et alors que la lune se levait sur les montagnes du Colorado, Eleanor Blackwood commença à rassembler 3 ans de preuves. 3 ans de chagrin, de détermination et de promesses. Demain, la justice viendrait à Pinecrest. Ce soir, Eleanor Lombre pouvait enfin se reposer. Le trajet jusqu'à Pinecrest dura 2 heures dans l'obscurité des montagnes. Eleanor menait la marche, ses sacoches lourdes de documents. Derrière elle chevauchaient Reeves et Davies, désormais des témoins coopérants officiels plutôt que des hors-la-loi. Le shérif Collins fermait la marche avec Montgomery en détention, les mains du magnat du chemin de fer liées et son manteau coûteux poussiéreux du sentier. Le blessé Thomas Reed avec son épaule blessée, Victor Sanchez avec ses côtes meurtries, voyageaient dans un chariot conduit par l'un des adjoints de Collins. Le corps de Carter avait été laissé à la cabane sous bonne garde. Il y aurait du temps pour l'enterrement plus tard. Alors qu'il descendait de la crête de Lanner vers la vallée où nichait Pinecrest, Reeves la rejoignit. « Vous êtes silencieuse, dit-il. Je pense à... » Eleanor jeta un coup d'œil en arrière à Montgomery, affalé sur sa selle, la défaite écrite sur chaque ligne de son corps. À quel point c'est anticlimactique. Pendant 3 ans, j'ai imaginé ce moment. Montgomery enchaîné, la justice rendue. D'une manière ou d'une autre, je pensais que je me sentirais différemment. Comment vous sentez-vous? Fatigué, vide. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant 3 ans et que je venais enfin d'expirer. Reeves comprenait ce sentiment. Il l'avait ressenti à la fin de la guerre, lorsque le but qui l'avait animé pendant 4 ans avait soudainement disparu, ne laissant que des questions sur la suite. « Que ferez-vous » demanda-t-il. « Après le procès ?»« Je ne sais pas. La cabane n'a jamais été conçue pour être une maison. C'était une forteresse, un outil. Maintenant que je l'ai utilisé... » Eleanor laissa sa phrase en suspens. Je suppose que je devrais découvrir ce que fait Eleanor Blackwood quand elle ne se prépare pas à la guerre. Peut-être que vous pourriez... Des cavaliers devant, lança doucement Davies. La main d'Eleanor se déplaça vers son fusil, puis se détendit alors que la lumière des torches révélait des visages familiers. Frank Pearson qui tenait le magasin général, Madame Whitman la couturière, le docteur Patterson, Miller le forgeron, 20, peut-être 30 habitants attirés hors de leur maison par les coups de feu qu'ils avaient entendus résonner depuis les montagnes. Le shérif Collins s'avança. « Les amis, tout est sous contrôle. Vous devriez rentrer chez vous. C'est Montgomery, demanda dit Frank en pointant du doigt. C'est Sébastien Montgomery menotté. Des murmures parcoururent la foule. Montgomery avait été une ombre dans leur vie pendant des années, un nom murmuré avec peur, l'homme qui possédait les juges et les politiciens, l'homme que personne ne pouvait toucher. Et maintenant, il était assis, lié sur un cheval, vaincu. « Que s'est-il passé là-haut, shérif » demanda Madame Whitman. « Nous avons entendu des coupes de feu toute l'après-midi, vu de la fumée. » Collins jeta un coup d'œil à Eleanor. Elle hocha légèrement la tête. C'était le moment, la révélation qu'elle avait évitée pendant 3 ans. La voix du shérif porta clairement dans la nuit montagnarde. Ce qui s'est passé, c'est que Mme Blackwood a défendu sa propriété contre une attaque illégale. Montgomery a envoyé des hommes pour la forcer à quitter sa terre. Elle a refusé, s'est protégée et, ce faisant, a exposé toute l'opération criminelle de Montgomery. Mme Blackwood a fait tout ça. Frank semblait sceptique. Eleanor, la veuve qui dit à peine 10 mots par semaine? Eleanor poussa son cheval en avant dans la lumière des torches, les laissa la voir clairement.
Oui, Frank, c'est moi. La foule se tue, l'étudiant, voyant quelque chose de différent maintenant. Le fusil sur sa selle, les mains stables, le port de soldat qu'elle ne prenait plus la peine de cacher. Qui êtes-vous? Demanda Madame Whitman. Pas méchamment, mais avec le besoin de savoir. Eleanor prit une profonde inspiration. Le moment de vérité. Pendant la guerre de sécession, j'ai servi dans l'armée de l'Union, une unité d'opération spéciale appelée la Division Fantôme. Nous travaillions derrière les lignes confédérées, reconnaissance, élimination de cibles de grande valeur, collecte de renseignements. Elle observa leur visage, vit le choc, la confusion, la peur. Ma désignation était Eleanor Lombre. J'étais éclaireuse et tireuse d'élite. Après la guerre, j'ai voulu laisser cette vie derrière moi. J'ai épousé James Blackwood. J'ai essayé de construire quelque chose de paisible, de normal. La voix d'Eleanor se durcit. Il y a 3 ans, James a été assassiné alors qu'il enquêtait sur la fraude foncière de Montgomery. Je suis venu ici pour terminer son travail, pour rassembler des preuves, pour traduire Montgomery en justice de la bonne manière. Par la loi, pas par les balles. Frank s'avança. Son visage montrait une douzaine d'émotions à la fois. Pendant tout ce temps, 3 ans, vous avez vécu parmi nous, fait vos courses dans mon magasin, assisté aux réunions de l'Église. Et vous étiez quoi? Une espionne? Une tueuse? Le mot tueuse flottait dans l'air. Eleanor ne sia pas. J'étais une soldate en temps de guerre, Frank. Et j'ai fait ce que mon pays m'a demandé. J'ai tué des hommes qui essayaient de tuer des soldats de l'Union. J'ai détruit des lignes de ravitaillement qui prolongeaient la guerre. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier au service d'une cause en laquelle je croyais. Elle croisa son regard. Mais c'était pendant la guerre. Depuis 3 ans, je suis votre voisine. Ça n'a pas changé. J'achète toujours des provisions dans votre magasin tous les mardis. J'aide toujours Madame Whitman avec son jardin. Je suis toujours la même personne. Vous en savez juste plus sur mon passé maintenant. Mais vous êtes une tueuse professionnelle, cria quelqu'un du fond de la foule. J'étais une soldate professionnelle, corrigea Eleanor. Il y a une différence. Les soldats suivent les lois, ont des règles, répondent à l'autorité civile. Tout ce que j'ai fait pendant la guerre était sous les ordres d'officiers qui répondaient au président. Reeves se surprit à prendre la parole. Pour ce que ça vaut, je suis le lieutenant Jackson Reeves, cavalerie confédérée. Je me suis battu contre l'Union, contre la division fantôme. La foule se tourna vers lui. Eleanor Lombre aurait pu me tuer pendant la guerre, elle en a eu l'occasion parfaite. Au lieu de ça, elle m'a épargné parce qu'elle a vu que j'essayais de faire ce qui était juste dans une mauvaise situation. Ce n'est pas l'action d'une tueuse, c'est de l'action de quelqu'un qui a de l'honneur. Davies hocha la tête. J'ai aussi servi la CSA, tireur d'élite. J'ai combattu en Géorgie où la division fantôme opérait. Ils étaient des fantômes pour nous. Terrifiants, mais ils avaient des règles. Ne faisaient jamais de mal aux civils. Ne tuaient jamais sauf si nécessaire. Se conduisaient avec plus d'honneur que beaucoup d'unités de l'armée régulière que j'ai vues. Madame Whitman prit la parole, sa voix pensive. Madame Blackwood, Eleanor, ma cousine Sarah Hendricks a perdu sa ferme il y a 3 ans. Une réclamation légale, ont-ils dit. Elle a dû partir avec ses enfants. Ils n'avaient rien. Elle sortit un papier plié de sa poche. Est-ce l'une des propriétés dans vos preuves? Eleanor accepta le papier, lut le numéro de la réclamation, le vérifia mentalement avec ses cas catalogués. Oui. Montgomery a utilisé un acte falsifié. Il a fait enregistrer par un greffier corrompu sans vérification appropriée. La réclamation de votre cousine était légitime. Celle de Montgomery était une fraude. Peut-elle récupérer sa ferme? Si Montgomery est condamné, toutes ses propriétés frauduleuses seront restituées à leur propriétaire légitime. Votre cousine incluse. Des murmures parcoururent la foule. Différent maintenant. Les gens réalisant que ce n'était pas seulement à propos d'Eleanor. C'était à propos d'eux tous. Frank Pearson examina l'un des documents qu'Eleanor lui avait montrés. Il avait une certaine expérience de notaire, savait à quoi ressemblaient des titres de propriété légitimes. C'est un faux, dit-il finalement. Je peux voir où le sceau a été transféré. La signature ne correspond pas à la main standard du notaire. Il leva les yeux vers Montgomery. Vous avez volé la terre des gens, leur maison, leurs moyens de subsistance. Montgomery ne dit rien. Regarda juste droit devant lui avec des yeux froids.
Frank se tourna vers la foule. Je ne sais pas pour vous autres, mais je suis avec Madame Blackwood. Elle s'est battue pour la justice pendant que nous essayons juste de nous en sortir. Peut-être qu'elle était une soldate autrefois. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui a tenu tête à un homme qu'aucun de nous ne pouvait toucher. Madame Whitman s'avança. Je suis avec elle aussi, le docteur Patterson et moi. Un par un, les habitants de Pinecrest firent leur choix. Pas tous. Certains semblaient encore incertains. Effrayés. Mais assez pour compter. Eleanor sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pendant 3 ans, elle avait été seule, isolée par choix et par nécessité. Maintenant, entourée de ces gens ordinaires, faisant un choix extraordinaire, elle sentit le poids de cet isolement se lever. « Merci », dit-elle doucement. « Ne nous remerciez pas encore », répondit Frank avec un petit sourire. « Vous achetez toujours vos provisions au prix fort. Être une héroïne de guerre ne vous donne pas de réduction. » La tension se brisa. Des rires nerveux parcoururent la foule. Le shérif Collins s'éclaircit la gorge. « Les amis, le juge Carlton attend au palais de justice. Nous devons sécuriser Montgomery et présenter les preuves. Si vous voulez assister à la justice en action, vous êtes les bienvenus. Mais restez dans l'ordre. » La foule s'écarta, laissa Eleanor et ses compagnons passer. En passant, Eleanor vit des visages qu'elle connaissait depuis 3 ans la voir différemment maintenant. Pas la veuve silencieuse, pas la femme qui restait dans son coin. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait affronté des obstacles impossibles et avait gagné. Ils entrèrent dans Pinecrest proprement dit, alors que la cloche de l'église sonnait 10 heures. Le palais de justice était un bâtiment modeste, 2 étages de bois brut avec une salle d'audience au 2e étage qui servait également de mairie pour les réunions. Le juge Carlton attendait sur les marches. Il avait 60 ans, des cheveux gris de fer et des yeux qui avaient vu trop d'hommes corrompus s'en tirer. Quand le shérif Collins lui avait télégraphié l'arrestation de Montgomery, il avait chevauché toute la nuit pour être présent. « Shérif, dit-il, Madame Blackwood, s'il vous plaît, procédons. » La salle d'audience se remplit rapidement, les habitants se pressant sur les bancs, d'autres debout le long des murs. Ce n'était pas un procès, celui-ci aurait lieu plus tard à Denver. Mais c'était l'audience préliminaire qui déterminerait si Montgomery ferait face à des accusations formelles. Eleanor déposa ses preuves sur la table du procureur. 3 ans de travail, organisé, contre-vérifié. Accablant. Le juge Carlton examina les documents avec l'attention qu'il méritait, lut des lettres, étudia des actes falsifiés, passa en revue les déclarations des témoins. Montgomery était assis à la table du défendeur, son avocat coûteux à ses côtés. L'avocat avait été convoqué de Denver. Il avait l'air confiant, prêt à défendre son riche client, jusqu'à ce qu'il voie les preuves. Eleanor regarda la confiance de l'avocat s'évanouir alors qu'il examinait ce qu'elle avait compilé. Le vit se pencher pour murmurer de manière urgente à l'oreille de Montgomery, et de Montgomery. Vite le visage de Montgomery pâlir. Le juge Carlton leva les yeux. « Monsieur Montgomery, vous êtes accusé de 17 chefs d'accusation de meurtre, 43 chefs d'accusation de fraude, conspiration pour frauder le gouvernement des États-Unis, corruption de fonctionnaires publics et intimidation de fonctionnaires fédéraux. » Il marqua une pause. « Comment plaidez-vous? » L'avocat de Montgomery se leva. « Votre honneur, mon client. »« J'ai demandé à votre client, » interrompit Carlton. « Monsieur Montgomery, comment plaidez-vous? » Montgomery se leva lentement, regarda Eleanor, les preuves étalées devant le juge, les habitants observant depuis la galerie. « Non coupable, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « C'est noté, la caution est refusée. Vous serez placé en détention territoriale en attendant votre procès à Denver. » Sheriff Collins sécurisait le prisonnier. L'avocat objecta, argumenta, cita des précédents et des procédures. Mais le juge Carlton avait pris sa décision. Votre client présente un risque de fuite avec des ressources illimitées et une volonté documentée d'éliminer les témoins. Il reste en détention. Cette audience est terminée. Le marteau tomba. Montgomery fut emmené. En passant devant la table d'Eleanor, il s'arrêta, la regarda avec ses yeux froids. « Ce n'est pas fini, » dit-il doucement. « J'ai des amis, des ressources. Vous pensez qu'une arrestation change quoi que ce soit? » Eleanor soutint son regard sans ciller. « Je pense que 17 familles dormiront mieux ce soir en vous sachant enchaîné. Je pense que votre empire s'effondre.
Et je pense que vous allez enfin faire face aux conséquences de vos actes. Elle marqua une pause. Ce n'est pas rien, Sébastien. C'est tout. Montgomery fut emmené avant de pouvoir répondre. Le juge Carlton s'approcha d'Eleanor alors que la salle d'audience se vidait. Travail remarquable, Madame Blackwood. J'essaie de monter un dossier contre Montgomery depuis 5 ans. Vous m'avez donné tout ce dont j'ai eu besoin. Mon mari a commencé. J'ai juste terminé. James serait fier. Je le connaissais, vous savez. Un homme bon. Il croyait en la loi. Croyait que les preuves et la justice pouvaient triompher de la corruption. Eleanor sentit les larmes menacées. Les repoussa. Merci, Votre Honneur. Le gouverneur territorial est en train de créer une nouvelle division d'enquête. La fraude foncière fédérale est devenue une épidémie. Nous avons besoin de gens qui peuvent rassembler des preuves comme celle-ci. Monter des dossiers qui tiennent devant un tribunal. Il lui tendit une carte. Si vous êtes intéressé, le poste est à vous. Enquêtrice en chef, votre propre personnel, un vrai budget, une chance de faire ce travail sur tout le territoire. Eleanor fixa la carte, un autre choix, une autre bifurcation sur la route. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Vous l'avez mérité. Dehors, l'aube se levait. La longue nuit s'achevait enfin. Eleanor se tenait sur les marches, regardant la ville se réveiller. Les commerçants ouvrant leurs magasins, la forge du forgeron déjà rougeoyante. La vie continuant comme elle l'avait toujours fait, sauf que tout avait changé. Le shérif Collins la rejoignit. Sacrée nuit, oui. Vous comptez accepter l'offre de Carlton? Je ne sais pas. Pendant 3 ans, ma vie a tourné autour d'une seule chose. La justice pour James. Arrêter Montgomery. Maintenant que c'est fait, elle laissa sa phrase en suspens. Je ne sais pas qui je suis sans ce but. Vous êtes Eleanor Blackwood. C'est suffisant. Vraiment. Collins resta silencieux un moment. Puis, pendant la guerre, j'étais quartier-maître. J'ai approvisionné votre unité. Je vous ai nourri, armé et équipé. Quand la guerre a pris fin, je ne savais pas quoi faire de moi-même. Je n'étais plus un soldat. Je n'étais pas sûr de ce que j'étais. Il désigna son insigne. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre, pour réaliser que je pouvais utiliser les mêmes compétences, organisation, logistique, résolution de problèmes, juste pour un but différent. Je suis devenu shérif. J'ai trouvé une nouvelle façon de servir. Eleanor comprit ce qu'il disait. Vous pensez que je devrais accepter le poste? Je pense que vous devriez y réfléchir. Vous êtes doué pour ce travail. Enquête, collecte de preuves, traduire les criminels en justice, et Dieu sait que le territoire en a besoin. Il la regarda sérieusement. Mais plus que ça, je pense que vous en avez besoin. Vous n'êtes pas le genre de personne qui peut rester inactive. Vous avez besoin d'un but. Ça pourrait être ça. Eleanor réfléchit à ces paroles, regarda la carte du juge Carlton dans sa main. J'y réfléchirai, dit-elle de nouveau. Reeves sortit du palais de justice. Lui et ses hommes avaient fait leur déclaration, signé leur témoignage, devenus officiellement des témoins coopérants. Le shérif dit que nous sommes libres de partir, dit-il à Eleanor, à condition de nous présenter à Denver pour le procès. Que ferez-vous? Demanda Eleanor. Après, Reeves semblait incertain. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai passé 15 ans comme hors la loi. Je ne peux pas vraiment mettre ça sur une demande d'emploi. Davies apparut à ses côtés. On pourrait essayer de rentrer dans le droit chemin. Il y a plein de travail pour des hommes qui connaissent les chevaux, qui savent tirer, sécurité, travail de ranch, un travail honnête. Tu ferais ça? Tu ferais ça? Demanda Reeves à son second. Quitter cette vie? Je n'ai jamais aimé cette vie, chef. Je ne voyais juste pas d'autre option. Maintenant, peut-être que si. Le jeune Wyatt les rejoignit. Le garçon avait l'air plus vieux que le matin même, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en une seule journée. « Madame Blackwood, dit-il avec hésitation, je veux m'excuser d'être venu ici avec le gang, de vous avoir menacé. Je ne savais pas ce que nous faisions vraiment. Je ne savais rien de Montgomery ou de votre mari ou de tout ça. Mais vous savez maintenant, dit Eleanor. Pas méchamment, oui madame. Et je veux faire mieux, être meilleur. S'il y a un moyen pour moi d'aider à réparer ça, je le ferai. Eleanor étudia le jeune homme, vit un remords sincère, un désir sincère de changer.
Savez-vous lire? Demanda-t-elle. Wyatt cligna des yeux à la question inattendue. Oui, madame. Ma mère m'a appris avant de mourir. Savez-vous écrire, tenir des registres, suivre des instructions? Je... Oui. Eleanor prit une décision, sortit la carte du juge Carlton, écrivit une note au dos. Apportez ça au juge Carlton. Dites-lui que je vous recommande comme greffier pour la division d'enquête. Un travail de bas niveau pour commencer. Classement, tenue de registre, mais un travail honnête, un travail légal. Une chance d'utiliser vos compétences pour quelque chose de bien. Wyatt fixa la carte comme si elle était en or. Vous feriez ça pour moi? Après ce que j'ai fait? Quelqu'un m'a donné une seconde chance un jour, dit Eleanor en jetant un coup d'œil à Reeves. Il me semblait juste de la transmettre. Les yeux du jeune homme s'empliront de larmes. Il hocha la tête, incapable de parler, et se dépêcha de partir vers le bureau du juge. Reeves le regarda partir. Vous pensez vraiment qu'il va l'accepter? Changer de vie? Je pense qu'il essaiera. C'est tout ce que l'on peut faire. Yenner se tourna pour faire face à Reeves et Davies. Et vous deux, essayerez-vous? Reeves croisa son regard. J'ai donné ma parole à Rough Creek. Je serai l'homme que vous avez vu ce jour-là, l'homme qui valait la peine d'être épargné. Il m'a fallu 15 ans pour me souvenir de cette promesse, mais je m'en souviens maintenant. Il tendit la main. Merci, Eleanor l'ombre, pour la seconde chance. Les deux. Eleanor lui serra fermement la main. Juste Eleanor maintenant. L'ombre peut se reposer. Alors que Reeves et Davies s'éloignaient, se dirigeant vers un avenir qu'ils construiraient, Eleanor sentit le poids de 3 ans se lever. C'était fait. Montgomery était en détention, les preuves en sécurité. La justice, la vraie justice, arrivait. Elle devrait se sentir triomphante. Au lieu de ça, elle se sentait vide. Le shérif Collins la trouva 1 heure plus tard au bord de la ville. Elle se tenait près du cimetière, regardant les montagnes. « Je pensais bien vous trouver ici, dit-il. Je devrais me sentir heureuse, soulagée, quelque chose, mais je me sens juste vide. Parce que la justice ne ramène pas James? Non, en effet. » Eleanor traversa la porte du cimetière jusqu'à la tombe qu'elle avait visitée chaque semaine pendant 3 ans, la simple pierre tombale qui disait James Blackwood, mari bien-aimé, homme de loi. Elle s'agenouilla à côté, posant sa main sur la pierre froide. « Je l'ai fait, James. J'ai terminé ce que tu as commencé. Montgomery va être jugé. Chaque famille qui l'a blessé obtiendra justice. Je l'ai fait à ta manière, avec des preuves, avec la loi, sans devenir le monstre. » Le vent murmurait dans les pins. Aucune réponse ne vint. Mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Pendant 3 ans, ça a été tout. Me réveiller, planifier, préparer, travailler pour ce moment. Et maintenant, il est là et tu es toujours parti et je suis toujours seul et je ne sais pas comment. Sa voix se brisa. Je ne sais pas comment simplement vivre à nouveau. Comment être Eleanor sans mission, sans but, sans toi. Le shérif Collins se tenait à une distance respectueuse, la laissa faire son deuil, la laissa parler au mari qui ne pouvait pas répondre. Finalement, Eleanor se leva, s'essuya les yeux. « Il aurait voulu que j'accepte le poste, dit-elle. Il aurait dit que c'est une chance d'aider plus de gens, de construire quelque chose au lieu de simplement démolir l'empire de Montgomery. » Probablement, acquiesça Collins Bob. Mais je suis fatigué, Michael. Je suis si fatigué de me battre, de planifier, d'être forte. Je veux juste me reposer. Alors reposez-vous. Prenez du temps. Le poste sera toujours là dans 1 mois, 3 mois, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Eleanor regarda les montagnes, la cabane sur la crête où elle avait passé 3 ans à se préparer à la guerre. « Je dois y retourner, dit-elle. À la cabane, la voir en plein jour, en paix, sans le siège, sans la peur. Vous voulez de la compagnie? Non. Merci, mais non. Je dois faire ça seul. » Collins hocha la tête. Comprenait. Alors qu'Eleanor retournait vers l'endroit où son cheval était attaché, elle s'arrêta. « Michael, vous avez été un bon ami ces 3 dernières années, patient avec mes secrets, serviable sans poser de questions. Je ne vous ai jamais vraiment remercié. Vous n'avez pas besoin de me remercier. J'ai été honoré d'aider. » Quelque chose dans son ton fit qu'Eleanor le regarda plus attentivement. Vit quelque chose dans ses yeux qu'il avait soigneusement cachés pendant 3 ans. « Vous saviez qui j'étais depuis le début? » dit-elle lentement. « Vous avez approvisionné mon unité pendant la guerre.
Vous m'avez reconnu quand je suis arrivé à Pinecrest. Vous avez gardé mon secret. Oui. Pourquoi? Collins choisit ses mots avec soin. Parce que pendant la guerre, j'ai vu la division fantôme accomplir des missions impossibles. J'ai vu Eleanor Lombre faire des tirs qui défiaient la croyance. Je vous ai vu sauver des vies par la précision et la planification. Il marqua une pause. Et parce que quand vous êtes arrivé à Pinecrest en deuil et seul, j'ai pensé que vous méritiez la paix, que vous méritiez une chance de guérir. Alors je vous ai donné de l'espace. J'ai protégé votre vie privée. J'ai attendu. Quoi? Que vous soyez prête à faire confiance, à laisser quelqu'un entrer. Eleanor comprit ce qu'il ne disait pas. Vit la dévotion qu'il avait gardée cachée par respect pour son deuil. Michael, Vous n'avez rien à dire, l'interrompit-il doucement. Je ne demande rien. Je voulais juste que vous sachiez que vous n'avez jamais été aussi seul que vous le pensiez. Il inclina son chapeau. Prenez votre temps à la cabane. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là quand vous serez prête. Pour l'amitié, pour le travail ou pour tout ce dont vous aurez besoin. Collins s'éloigna, laissant Eleanor debout sous le soleil du matin, réalisant que pendant qu'elle se concentrait sur la justice pour le passé, la vie lui avait discrètement offert des possibilités pour l'avenir. Elle devait juste être prête à les voir. Eleanor retourna seule à la cabane alors que le soleil montait plus haut. Le trajet lui donna le temps de réfléchir, de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Le siège, les révélations, l'arrestation de Montgomery, l'acceptation de la ville, les offres de travail et les secondes chances. Quand elle atteignit la crête et vit sa cabane en plein jour, elle arrêta son cheval. Elle avait l'air différente, plus petite en quelque sorte. La forteresse qui avait semblé si grande dans sa planification ressemblait maintenant à une simple cabane, marquée par les balles, tachée de fumée, mais juste un bâtiment. Les corps avaient été enlevés, le sang lavé par les adjoints de Collins. Seules les cicatrices restaient, des trous de balles dans les murs, du bois roussi par les flèches enflammées, des fenêtres brisées. Eleanor descendit de cheval, se dirigea lentement vers le porche. À l'intérieur, tout était comme elle l'avait laissé. Les cartes sur les murs, les armes dans leurs râteliers, la photographie de James sur la table. Elle prit la photographie, étudia son visage, les yeux bienveillants, le sourire doux. L'homme qui avait cru qu'elle pouvait être plus qu'une arme. « J'ai tenu mes promesses, murmura-t-elle. Toutes les trois. J'ai trouvé qui t'a tué. Je les ai traduits en justice à ta manière. Je ne suis pas devenu un monstre. » Elle reposa soigneusement la photographie. « Mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Cette Goppan n'a jamais été conçue pour être une maison. C'était une forteresse, un outil, un moyen pour une fin. Et maintenant que cette fin est atteinte, Eleanor regarda autour d'elle les preuves de 3 ans de préparation. Les modifications défensives, les meurtrières cachées, la planification tactique. Tout cela avait fonctionné exactement comme prévu. Et maintenant, c'était fini. Elle sortit, se tint sur le porche où elle avait affronté Reeves et Montgomery, où elle avait fait le choix d'honorer sa promesse au lieu de prendre le chemin facile de la vengeance. Les montagnes s'étendaient devant elle, des forêts de pins et des sommets rocheux, la même vue qu'elle avait eue chaque matin pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, elle semblait différente. Aujourd'hui, elle ressemblait à l'avenir au lieu du passé. Eleanor prit sa décision. Elle accepterait l'offre du juge Carlton. Pas immédiatement, elle prendrait 1 mois, peut-être 2. Le temps de faire son deuil correctement, de se reposer, de découvrir qui était Eleanor Blackwood quand elle ne se préparait pas à la guerre. Mais ensuite, elle se mettrait au travail, utiliserait ses compétences pour aider les autres, monter des dossiers contre des hommes corrompus, apporter la justice à la frontière. C'est ce que James aurait voulu. Plus que ça, c'est ce qu'elle voulait. Elle y avait passé 3 ans à être Eleanor Lombre une dernière fois. Maintenant, il était temps d'être quelque chose de nouveau. L'enquêtresse en chef Eleanor Blackwood, bâtisseuse de dossiers, chercheuse de vérité, protectrice des innocents. Pas une guerrière, une gardienne. Alors qu'Eleanor se tenait là, planifiant son avenir au lieu de sa vengeance, un cavalier apparut sur le sentier. Le shérif Collins, malgré ce qu'il avait dit sur le fait de lui laisser de l'espace, il arrêta son cheval, l'air embarrassé. « Désolé, je sais que vous avez dit vouloir être seul, mais un télégramme est arrivé de Denver. J'ai pensé que vous voudriez le voir. »
Eleanor prit le télégramme, le lut rapidement. Son visage pâlit. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Collins, inquiet. Eleanor leva les yeux. Toute la paix qu'elle avait ressentie, tous les plans pour l'avenir, soudainement incertains. « C'est de Catherine Reynolds, mon ancienne partenaire de la division Fantôme. » Que dit-elle? Eleanor relut le télégramme, s'assurant qu'elle avait bien compris. Montgomery a des relations que nous ne connaissions pas, des alliés politiques à Washington. Elle a découvert des preuves qu'il travaille déjà à faire annuler son arrestation, soudoyant des fonctionnaires, menaçant des témoins. Elle froissa le télégramme dans son poing. Elle dit que si nous n'agissons pas vite, si nous ne le faisons pas juger immédiatement avec des témoignages en béton, il pourrait s'en tirer. Le visage de Collins se durcit. Après tout ça, après toutes les preuves, l'argent et le pouvoir peuvent tout corrompre, même la justice. Eleanor regarda la cabane, la forteresse dont elle pensait en avoir fini. « Combien de temps avant le procès à Denver? » demanda-t-elle. « 2 semaines. Le juge Carlton l'a programmé dès que possible. 2 semaines pour que Montgomery exerce sa corruption, achète sa liberté, échappe à la justice. » La mâchoire d'Eleanor se serra. « Non. Pas après tout ça. Pas après James. Pas après 3 ans. » Elle se tourna vers Collins. « J'accepte le poste de Carlton à partir d'aujourd'hui. Et mon premier cas est de m'assurer que Sebastian Montgomery ne passe pas entre les mailles d'un système brisé. » Collins eut un sourire sombre. « Je pensais que vous vouliez vous reposer. Je me reposerai quand Montgomery sera condamné et sentencié. » Jusque-là, Eleanor regarda les montagnes une dernière fois, puis de nouveau la cabane. Eleanor Lombre n'en avait pas encore fini après tout. Elle avait une dernière bataille à mener et cette fois, le champ de bataille serait une salle d'audience. 2 semaines. Eleanor passa chaque heure de veille à préparer le procès de Montgomery. Elle se rendit à Denver avec le shérif Collins et le juge Carlton, organisa les témoins, contre-vérifia les preuves, s'assura que chaque document était authentifié, chaque signature vérifiée, chaque affirmation étayée par de multiples sources. Catherine Reynolds arriva de Chicago, grande, les yeux vifs, se tenant comme la soldate qu'elle avait été. Elle et Eleanor ne s'étaient pas vues depuis 8 ans. Elles s'étreignirent comme des sœurs. « Tu as vieilli, dit Catherine. La guerre et le deuil font ça. Mais tu es toujours là, toujours en train de te battre. » Eleanor réussit un sourire fatigué. « Il semble que je ne sache pas m'arrêter. » Ensemble, elles montèrent un dossier qui résisterait à toute défense que les avocats de Montgomery pourraient monter. Elles anticipèrent chaque argument, préparèrent des contre-preuves pour chaque affirmation, ne laissèrent aucune faille pour que la corruption puisse s'infiltrer. Le lieutenant Reeves et ses hommes témoignèrent, décrivirent les ordres de Montgomery, le schéma d'intimidation, l'élimination systématique des obstacles. Les familles et des victimes de Montgomery témoignèrent. Des veuves, des orphelins, des hommes qui avaient tout perdu à cause d'actes falsifiés et de réclamations corrompues. Frank Pearson témoigna sur les documents frauduleux, son expertise de notaire prouvant les faux. Et Eleanor témoigna, pas en tant qu'Eleanor Lombre, pas en tant que guerrière légendaire, mais en tant qu'Eleanor Blackwood, veuve, enquêtrice, femme qui avait passé 3 ans à chercher la justice pour son mari assassiné. Elle parla clairement, calmement, présenta les preuves méthodiquement, laissa les faits parler d'eux-mêmes. Les avocats de Montgomery attaquaient dans sa crédibilité, la traitèrent de tueuse, de veuve vengeresse obsédée par la destruction d'un homme d'affaires innocent. Eleanor ne s'y pas. « J'étais une soldate, dit-elle simplement. J'ai servi mon pays en temps de guerre. J'ai suivi les ordres d'officiers qui répondaient à l'autorité civile. Tout ce que j'ai fait était légal en vertu du droit militaire. Mais vous avez tué des hommes. J'ai éliminé des cibles ennemies de grande valeur pendant une guerre déclarée. Oui, c'était mon devoir. Et maintenant, vous éliminez M. Montgomery. Non, je présente les preuves de ces crimes à une cour de justice. Il y a une différence entre une balle et un mémoire juridique, monsieur l'avocat. » L'avocat insista. « N'est-ce pas simplement de la vengeance déguisée en justice? » Eleanor croisa son regard. « Si c'était de la vengeance, monsieur Montgomery serait mort. J'ai eu des occasions, j'avais la justification, j'avais la compétence pour le faire proprement et sans laisser de traces. Mais j'ai choisi l'Ouest à la place, parce que mon mari croyait en la loi. Parce que la justice signifie quelque chose de plus que la satisfaction personnelle. » Elle marqua une pause. « Je veux que M. Montgomery soit jugé, condamné,
sentencié selon la procédure légale. Je veux que ces victimes voient le système fonctionner comme il est censé le faire. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la foi en quelque chose de plus grand que mon chagrin. Le jury écouta. 12 hommes et femmes de tout le territoire. Ils entendirent les preuves, virent les documents, écoutèrent les témoignages. Il leur fallut 4 heures pour parvenir à un verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Montgomery se leva lorsque le verdict fut lu. Son visage ne montrait aucune émotion, aucune surprise, aucun remords. Juste un calcul froid, planifiant déjà son prochain coup. Mais le juge Carlton n'avait pas fini. Sebastian Montgomery, vous avez été reconnu coupable de 17 chefs d'accusation de meurtre, 43 chefs d'accusation de fraude, conspiration, corruption et intimidation de fonctionnaires fédéraux. La voix du juge emplit la salle d'audience. Vous avez utilisé la richesse et le pouvoir pour corrompre les systèmes même censés protéger les gens. Vous avez vu la frontière comme un champ de bataille et traité les vies humaines comme des obstacles au profit. Vous avez assassiné un agent fédéral et détruit des familles sans hésitation ni regret. Carlton se pencha en avant. Ce tribunal vous condamne à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. La sentence sera exécutée dans 30 jours. Que Dieu ait pitié de votre âme. Le marteau tomba. Montgomery fut emmené. En passant devant la table d'Eleanor, il s'arrêta. « Regarde, c'est incertain. » La regarda une dernière fois. « Vous pensez que ça change quelque chose, dit-il doucement. Des hommes comme moi ont bâti ce territoire. Nous continuerons à le bâtir. Vous avez gagné une bataille, mais la guerre ne finit jamais. » Eleanor soutint son regard. « Peut-être pas, mais vous n'en ferez pas partie, et c'est suffisant. » Montgomery sourit, une expression froide et amère. « Nous verrons. » Puis il disparut, emmené à la prison territoriale pour attendre son exécution. Eleanor resta très immobile alors que la salle d'audience se vidait. Catherine posa une main sur son épaule. « Tu l'as fait. 3 ans de travail, tout ça a payé. »« Oui. Alors pourquoi as-tu l'air d'avoir perdu? » Eleanor fixa la chaise vide du défendeur. « Parce qu'il a raison, sur le fait que la guerre ne finit jamais. Il y a une douzaine d'autres Montgomery là-dehors, des spéculateurs fonciers corrompus, des fonctionnaires soudoyés, des hommes qui voient la frontière comme quelque chose à exploiter. Et arrêter un homme ne répare pas le système. » Catherine s'assit à côté d'elle. « Non, mais ça prouve que le système peut fonctionner. Ça montre aux autres que la richesse et le pouvoir ne garantissent pas l'immunité. Ça vaut quelque chose. Est-ce que ça vaut James? » La question flottait dans l'air, la vraie question, celle qu'Eleanor évitait depuis 3 ans. Catherine choisit ses mots avec soin. « Non, rien ne vaut James, mais James dirait que le travail vaut la peine d'être fait quand même. Pas parce que ça le ramène, mais parce que ça empêche d'autres femmes de perdre leur mari, d'autres enfants de perdre leur père. » Eleanor ferma les yeux. « Je suis si fatiguée, Kate. Je sais. Je pensais que je me sentirais différemment après le verdict, après la justice. Mais je me sens juste vide. C'est le deuil. Le vrai deuil, pas celui que tu as enterré sous le but et la planification. Tu as passé 3 ans à ne pas te laisser faire ton deuil correctement. Maintenant, le travail est fait et il n'y a plus rien derrière quoi se cacher. » Eleanor ouvrit les yeux, regarda sa vieille amie. « Qu'est-ce que je fais? » « Tu fais ton deuil, tu te reposes. Tu découvres qui est Eleanor Blackwood quand elle ne chasse pas les monstres. Et puis, quand tu seras prête, tu décideras de la suite. » Catherine se leva, lui tendit la main. « Viens, sortons de ce palais de justice. Je t'offre à dîner et nous ne parlerons ni de preuves, ni de procès, ni de quoi que ce soit lié à Sebastian Montgomery. » Eleanor prit sa main, se laissa tirer sur ses pieds. Pour la première fois en 3 ans, elle laissa quelqu'un d'autre la guider. Eleanor passa une semaine à Denver, se reposant, parlant avec Catherine, visitant la tombe de James dans le cimetière de la ville où il avait été enterré avant qu'elle ne déplace sa pierre tombale à Pinecrest. Où elle se tenait près de la tombe originale, la pierre élaborée que sa famille avait commandée. Eleanor Blackwood, fils et mari bien-aimé, champion de la justice. « J'ai tenu mes promesses, dit-elle. Montgomery est condamné à être pendu. Les 17 familles récupèrent leurs terres. Ton enquête est terminée. » Le vent bruissait dans les arbres du cimetière. Kate dit que je dois faire mon deuil. Vraiment faire mon deuil, pas seulement utiliser mon chagrin comme carburant. Je ne sais pas comment faire ça.
Je ne sais pas comment le ressentir sans le transformer en but. Eleanor s'agenouilla près de la pierre. Je t'aime, tu me manques, et je ne sais pas comment avancer. Pendant 3 ans, j'ai avancé vers quelque chose. La justice, la condamnation, la victoire. Maintenant, j'y suis arrivé, et je ne sais pas où aller à partir d'ici. Elle posa sa main sur le marbre froid. Aide-moi, dis-moi quoi faire. Aucune réponse ne vint, juste le vent et le silence. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ce silence, Eleanor trouva ce dont elle avait besoin. James voudrait qu'elle vive, vraiment vive, pas seulement survivre, pas seulement chasser le prochain criminel, mais construire quelque chose, créer quelque chose, utiliser ses compétences pour améliorer la frontière au lieu de simplement punir ceux qui la dégradaient. Elle se leva, épousseta la terre de ses genoux. J'accepte le poste de Carlton, enquêtrice en chef, mais je le fais à ma manière, en montant des dossiers, en formant d'autres personnes, en créant un système qui ne dépend pas de la rage d'une seule personne pour la justice. Eleanor sourit tristement. Tu aimerais ça, c'est construire au lieu de détruire, des preuves au lieu de balles, la bonne manière, ta manière. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Je vais aussi essayer d'être à nouveau heureuse. Un jour. Pas aujourd'hui. Peut-être pas cette année, mais un jour. Je pense que tu voudrais ça aussi. Alors qu'Eleanor s'éloignait de la tombe, elle sentit quelque chose changer. Pas une clôture, pas une guérison, mais le début de l'acceptation. James était parti. Montgomery était vaincu. La guerre était finie. Maintenant venait la partie la plus difficile, apprendre à vivre à nouveau. Un mois plus tard, Eleanor retourna à sa cabane sur la crête. Le shérif Collins l'accompagnait. Ils étaient devenus amis au cours des dernières semaines, de vrais amis, pas seulement des alliés liés par une cause commune. La cabane avait l'air la même. Des trous de balles marquaient encore les murs. Les fenêtres montraient encore des fissures du siège, mais d'une manière ou d'une autre, elles semblaient différentes. Eleanor descendit de cheval, se tint à regarder la structure qu'elle avait construite comme une forteresse. Vous pourriez la réparer, dit Collins, la rendre à nouveau habitable. Je pourrais, mais vous ne le ferez pas, Eleanor secoua la tête. Cet endroit n'a jamais été conçu pour être une maison. C'était un outil, une arme. Je l'ai construit dans un seul but, et ce but est atteint. Alors qu'allez-vous en faire? Eleanor se dirigea vers le poche, passa la main sur la balustrade qu'elle avait modifiée pour le tir défensif. J'accepte l'offre de Carlton, enquêtrice en chef. J'aurais besoin d'un quartier général, d'un endroit pour former d'autres enquêteurs, leur apprendre la collecte de preuves, la constitution de dossiers, comment traduire les criminels en justice de la bonne manière. Elle désigna la cabane. Ça pourrait marcher. C'est assez isolé pour l'intimité, assez proche de Pinecrest pour les provisions, et c'est déjà construit. Il faut juste le réaffecter. Colin sourit. De forteresse à académie, quelque chose comme ça. Au cours des semaines suivantes, Eleanor commença la transformation. Elle garda la structure renforcée, les murs solides, les lignes de mire claires, mais changea le but. Les meurtrières redevinrent des fenêtres. Les cartes tactiques furent remplacées par des codes juridiques et des procédures de preuve. Les râtelières d'armes contenaient des livres de droit au lieu de fusils. Le lieutenant Reeves apparut un matin. Lui et Davies avaient une prise du travail dans un ranch près de Denver. Un travail honnête, mais ils avaient entendu parler du plan d'Eleanor. « Je pensais que vous auriez peut-être besoin d'aide, » dit Reeves. « Construction, réparation, tout ce dont vous avez besoin. »« Je ne peux pas payer beaucoup, » avertit Eleanor. « Je n'ai pas besoin de beaucoup, juste besoin de me sentir à nouveau utile. » Ils travaillèrent ensemble, d'anciens ennemis devenant des collègues. Reeves se révéla habile en menuiserie. Davies aida à installer de nouvelles fenêtres. Même le jeune Wyatt montait de Denver les week-ends, désireux d'aider la femme qui lui avait donné une seconde chance. Lentement, la cabane se transforma. La pièce avant devint une salle de classe, des bancs pour les étudiants, un tableau pour les leçons, des étagères pour les dossiers et les échantillons de preuves. La pièce arrière devint les quartiers d'Eleanor, simple, fonctionnel, mais avec des touches de confort. La photographie de James sur la table de chevet, des livres sur les étagères, un endroit pour se reposer, pas seulement se préparer à la guerre. Le juge Carlton vint voir les progrès, amenant avec lui la première classe d'étudiants, 6 jeunes hommes et femmes sélectionnés de tout le territoire, des gens qui voulaient servir la justice,
qui avait l'intelligence et la détermination d'apprendre. Enquêtrice en chef Blackwood, dit Carlton formellement. Votre académie est prête, l'êtes-vous? Eleanor regarda les étudiants, vit l'espoir sur leur visage, l'enthousiasme, le désir de faire une différence. Elle pensa à James, à ce qu'il dirait s'il pouvait voir ça. Sa femme prenant les compétences de la guerre et les utilisant pour enseigner la paix, utilisant la précision et la planification pour construire la justice au lieu de livrer la mort. Il serait fier. « Je suis prête, dit Eleanor. 6 mois passèrent. L'académie grandit. Plus d'étudiants vinrent, des gens qui voulaient apprendre l'enquête appropriée, la collecte de preuves, comment monter des dossiers qui tiendraient devant un tribunal. Eleanor leur enseigna tout ce qu'elle savait, pas les compétences de guerre, pas le meurtre, mais la discipline, l'attention aux détails, la patience de rassembler les preuves brique par brique. Reeves resta comme instructeur, enseignant la tactique et la sécurité, aidant les étudiants à comprendre la pensée criminelle. Davies enseignait l'observation et le tir de précision pour l'autodéfense. Ensemble, ils construisaient en quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Les étudiants d'Eleanor commencèrent à prendre des cas, aidant les shérifs locaux, enquêtant sur la fraude et la corruption, montant des dossiers qui traduisaient les criminels en justice sans violence. Le gouverneur territorial le remarqua, envoya des fonds, une reconnaissance officielle. L'Académie de Pinecrest pour l'enquête criminelle devint un modèle pour toute la frontière. Et Eleanor retrouva un but, pas le but brûlant de la vengeance, mais le but plus calme et plus profond de construire quelque chose qui lui survivrait. Un matin de printemps, le shérif Collins monta à l'Académie. Il venait régulièrement, apportant des cas, consultant sur des enquêtes, trouvant des raisons de visiter. Eleanor savait ce qu'il faisait vraiment. Elle voyait comment il la regardait, la dévotion patiente dans ses yeux. Elle n'était pas encore prête. Peut-être ne le serait-elle pas avant des années, mais un jour, peut-être. Une lettre était arrivée, dit Collins en lui tendant une enveloppe de la prison territoriale. Le cœur d'Eleanor manqua un battement. Montgomery, exécuté la semaine dernière, pendu selon la sentence. Ceci était dans ses effets. Il a demandé que ça vous soit livré. Eleanor prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une seule page. L'écriture de Montgomery, écrite la nuit avant son exécution. Eleanor, vous avez gagné. Je le reconnais. Vous étiez la meilleure soldate, la meilleure stratège, la meilleure personne. J'ai passé 20 ans à chasser le fantôme qui a détruit ma carrière. J'ai passé 3 ans à éliminer l'homme qui menaçait mon empire. Et à la fin, le fantôme et la veuve étaient la même femme. L'ironie ne m'échappe pas. Vous auriez pu me tuer, vous auriez dû, selon les règles de la guerre que nous connaissons tous les deux. Mais vous avez choisi la loi, choisi l'épreuve, choisi le chemin le plus difficile parce qu'un homme meilleur que moi y croyait. Je ne demande pas le pardon, je ne l'attends pas, je ne le mérite pas. Mais je reconnais la défaite et je reconnais que votre manière, la manière de James, était la bonne. Peut-être que si j'avais appris cette leçon après la guerre, au lieu de passer 2 décennies à chercher à me venger, les choses auraient été différentes. Félicitations, Eleanor Lombre. Vous avez gagné la guerre qui n'a jamais pris fin. Sebastian Montgomery. Eleanor lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la plaça dans la boîte où elle gardait les affaires de James. « Qu'est-ce qu'elle disait? » demanda Collins. « Que certains hommes apprennent, même à la fin, même quand il est trop tard pour que ça compte. » Elle regarda les montagnes, les étudiants pratiquant la collecte de preuves dans la cour, l'académie qui avait grandi de sa forteresse. Montgomery est mort, l'affaire est cause et le travail continue. Collins s'approcha. « Eleanor, je sais que ça ne fait pas longtemps. Je sais que vous êtes toujours en deuil, mais je voulais que vous sachiez que quand vous serez prête, si vous l'êtes un jour, je serai là. » Eleanor se tourna vers lui, vit la gentillesse dans ses yeux, la patience, la dévotion silencieuse d'un homme prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. « Je sais, Michael, et je suis reconnaissante, mais je ne suis pas encore prête. Je sais. Peut-être un jour. J'attendrai. » Eleanor sourit, un vrai sourire, le premier sourire sincère depuis avant la mort de James. « Merci de comprendre, d'être patient, d'être un ami quand j'en avais besoin. Toujours. » Alors que Collins s'éloignait, Eleanor se tenait sur le porche de son académie, regardant les montagnes qu'elle avait appris à aimer, la vie qu'elle construisait sur les cendres du deuil et de la guerre. Elle n'était plus Eleanor Lombre,
n'était plus seulement une veuve cherchant à se venger. Elle était l'enquêtrice en chef Eleanor Blackwood, enseignante, bâtisseuse de justice, gardienne de la loi. Et peut-être qu'un jour elle serait à nouveau heureuse. Des années plus tard, Eleanor Blackwood se tenait près d'une tombe dans le cimetière de Pinecrest, mais cette fois, elle n'était pas seule. Des étudiantes de son académie l'entouraient, 20 diplômés qui étaient devenus des enquêteurs à travers le territoire. Ils étaient revenus pour l'inauguration d'un nouveau monument. En mémoire de James Blackwood, agent foncier fédéral et champion de la justice, son travail continue à travers ceux qui l'ont inspiré. À côté, une autre pierre, plus petite, plus simple, en l'honneur de la division fantôme qui a servi dans l'ombre, pour que d'autres puissent vivre dans la lumière. Eleanor toucha doucement les deux pierres. « Merci, dit-elle doucement, pour tout. » Catherine Reynolds se tenait à ses côtés. Son ancienne partenaire était venue de Chicago pour la cérémonie. « Comment vas-tu? » demanda Kate. « Mieux. Pas guéri, peut-être jamais complètement guéri, mais mieux. » Eleanor regarda ses étudiants, l'héritage qu'elle avait construit. « Je leur apprends à être meilleurs que moi, à résoudre les problèmes sans violence, à construire la justice au lieu de livrer la vengeance. James aimerait ça, il aimerait. Et j'apprends à vivre à nouveau, à trouver de la joie dans les petites choses, les montagnes, l'enseignement, l'amitié. » Eleanor jeta un coup d'œil vers l'endroit où le shérif Collins se tenait respectueusement à l'écart. Peut-être même l'amour un jour. Catherine sourit. C'est bien, c'est la guérison. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens s'éloignaient, Eleanor resta seule avec les pierres, les montagnes et les souvenirs. Elle pensa au siège, au choix qu'elle avait fait, à tenir ses promesses même quand il aurait été plus facile de les rompre. Elle avait choisi la bonne voie plutôt que la voie facile, les preuves plutôt que les balles, la justice plutôt que la vengeance. Et ce faisant, elle avait honoré James, s'était honorée elle-même, et avait construit quelque chose qui leur survivrait à tous les deux. Le vent murmurait dans les pins, le même vent qui avait soufflé le matin du siège, les mêmes montagnes qui avaient tout vu. Eleanor Blackwood, ancienne ombre. Eleanor sourit aux pierres. « Je vais bien, dit-elle, mieux que bien. Je vis vraiment. Je construis au lieu de détruire, j'enseigne au lieu de me battre. » Elle marqua une pause. « La guerre est finie, James, pour nous deux, et je pense que nous avons gagné. » Alors qu'Eleanor descendait du cimetière, le soleil se couchait sur les montagnes du Colorado, une lumière dorée, rose et violette baignant les sommets. Quelque part dans ces montagnes, une cabane se dressait encore, non plus une forteresse, mais une académie, un lieu où la justice était enseignée, construite et protégée. Et à Pinecrest, les gens vaquaient à leurs occupations, plus en sécurité parce qu'une femme avait choisi le chemin difficile, avait tenu ses promesses, avait prouvé que la loi pouvait triompher de la corruption. La légende d'Eleanor l'ombre perdurait, mais la femme elle-même avait trouvé la paix, non pas dans la victoire, non pas dans la vengeance, mais dans le but, dans l'héritage, dans la connaissance tranquille qu'elle avait fait ce qui était juste. Et parfois, dans la frontière sauvage, c'était suffisant.